Je trouve que c'est irrespectueux de nommer des gens qui sont courageux, qui sont venus travailler, qui font leur vie, qui ont des parcours de vie parfois compliqués et qu'on les réduit à ça. Ça ne devrait pas être insultant et ça a été insultant parce qu'il y a des gens qui l'ont repris à mauvais escient et qui l'ont mal repris. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On discute. Aujourd'hui, on va parler du Maroc. Aujourd'hui, on est à l'Institut des cultures d'Islam dans le 18e à Paris et on a invité 6 personnes, 3 qui sont nées au Maroc et qui ont grandi et 3 autres qui sont nées en France de parents marocains à discuter de c'est quoi être de la diaspora marocaine en France. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de diaspora dont on pourrait parler, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, on y va, on vous amène. On tourne dans un hammam aujourd'hui qui n'est pas utilisé mais qui est dans le sous-sol de l'Institut des cultures d'Islam. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Leïla, j'ai 31 ans. J'ai grandi en Lorraine, à Nancy, et je suis descendante de couple mixte franco-marocain. Salut, je m'appelle Afsa, j'ai 27 ans. Je suis née, j'ai grandi à Beni Mellal, au Maroc, et ça fait 10 ans que je suis en France et j'habite à Chambéry, en Savoie. Salut, moi c'est Meriem, j'ai 46 ans, je suis née et j'ai grandi en France. Je suis fille de mineurs marocains. Alors moi c'est Tachfine, j'ai 22 ans, je suis étudiant ici et ça fait 4 ans que je suis en France, en Île-de-France, et de base je suis de Marrakech. Moi c'est Nassim, j'ai 32 ans, je fais des films, j'ai grandi en France en banlieue parisienne. Mes deux parents sont d'origine marocaine et je vais souvent au Maroc. Salut, moi c'est Reda, j'ai 37 ans, j'ai grandi à Oujda, au Maroc. Je suis en France depuis 2016 et je suis freelance en développement mobile. Je suis arrivée en France à... Moi je suis née ici. Je vais très souvent au Maroc depuis toute petite, mais je suis née et j'ai grandi ici. Pareil, je suis née ici, j'ai grandi ici, dans le Nord, et voilà. Pareil, moi je suis né, j'ai grandi ici dans le 92. Et moi du coup je suis arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, à 18 ans en France, du coup je me place à partir de mes 18 ans et là j'en ai 22. Moi, je suis arrivée à 17 et c'était juste après le bac, il y a bientôt 11 ans. Moi je suis venu à 29 ans. Donc j'ai fait mes études au Maroc, j'ai travaillé au Maroc pendant 6 ans. Et j'ai eu une opportunité pour venir ici, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Je parle le Derija. Moi, en fait, c'est 50-50 parce qu'au travail, je parle pas darija. Quoique, des fois, j'ai des collègues marocains ou tunisiens, je parle avec eux en arabe. Je parle à des potes en arabe aussi, sur WhatsApp, tout ça, Instagram aussi. Mais sinon, à la maison, on parle beaucoup français parce que ma femme est française. Et sinon, avec sa famille, tout ça, ouais, c'est souvent français. Darija, c'est le dialecte marocain. En fait, tu as l'arabe littéraire et tu as le darija, c'est l'arabe qui est parlé localement en Maroc. Ouais, c'est un dérivé en fait d'arabe et de différentes langues qui viennent de différents endroits au final. On a récupéré beaucoup de mots du latin, d'Espagne, de France. Et après, il y a beaucoup de mots qui sont amazigh de base, puis tout un mélange qui a fait le darija. Et du coup, moi, je parle darija tous les jours. Comme j'ai vécu et grandi là-bas, donc mes parents, déjà, c'est soit darija, soit amazigh avec mon père. Et ensuite, donc, des amis qui sont autour de moi, qui sont venus aussi pour leurs études ici, ou que ce soit dans ma famille ou même dans mon entourage que je me suis créé ici. Donc on parle souvent darija, même si parfois il peut être différent. Moi je le parle tous les jours parce qu'en ce moment j'habite chez mes parents et que je ne parle que darija avec mon père. Attention, ça ne veut pas dire que je le parle bien, mais je le parle tous les jours en tout cas, à peu près. Si je la pratique pas tous les jours, j'oublie vite. Quand je suis au Maroc, je sens que ça reste et plus je reste longtemps et plus la langue s'installe dans mon corps. Mais en habitant ici, même en le parlant tous les jours, etc., comme c'est beaucoup aussi lié à une personne et dans le cadre familial, c'est une langue aussi qui, moi, n'évolue pas toujours beaucoup. Donc parfois quand je vais au Maroc, je me retrouve un petit peu déstabilisée par tout plein de nouveaux mots vu que la darija évolue très vite. Moi je le parle tous les jours, moi ma femme est française aussi, mais en fait je viens d'avoir un bébé qui a 2 mois. En fait je me force à lui parler darija. Pour moi c'est important de lui transmettre ce patrimoine et même pour lui parce que si je le fais pas il va m'en vouloir quand il sera grand, au moins j'ai fait mon taf. Au-delà de ça, là où j'habite il y a beaucoup de commerçants arabes en général et je parle avec eux en arabe parce qu'en fait ça permet de l'entretenir. C'est comme un mec qui joue au tennis, s'il joue tous les jours il va être chaud. Et en fait je l'entretiens parce que pendant un moment je l'avais délaissé et j'étais au bled une fois et je parle avec mon cousin et mon cousin il me dit, ça m'a piqué vraiment de fou, il me dit ouais, il me dit tu sais plus parler arabe. Ça c'est la honte. Vraiment, c'est vraiment, en fait, ça veut dire que je les respecte pas, je vais là-bas, je parle pas. Pas quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui savait parler et qui ne sait plus parler, ça c'est chaud, parce que ça veut dire que tu l'entretiens pas. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a piqué, donc je me suis remis dedans. Du coup, moi, pour mon fils, j'essaye de
au maximum, c'est pas naturel. Genre, c'est bizarre même pour moi de lui parler arabe. Je peux passer 2 mois avec mes cousins, on parle que arabe, y a pas de problème. Mais en fait, il faut que je réfléchisse pour parler. C'est-à-dire, une journée où je parle arabe, je rentre, je suis mort. C'est comme si j'ai parlé anglais, j'ai réfléchi. Alors que français, je peux éteindre mon cerveau et parler en français. C'est une langue éprouvante. Ouais. Ouais. Moi, quand je retourne au Maroc et que mes tantes ou mes oncles ils captent ce que j'ai un peu oublié, ils font bien la réflexion avec une petite touche d'humour toujours, mais si l'Arabie. De toute façon, ils aiment trop piquer. Ils sont là pour te faire mal, mais sans trop te faire mal. Moi, je ne le parle jamais. Je suis shlha. Et en fait, mes parents ont été... Donc, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés directement du village où eux ne parlaient que shleh. Et ils sont arrivés en France et du coup, on a appris le shleh. Donc, ma mère parle arabe, mon père pas très bien. Mais du coup, c'était plus le shleh. C'est un grand regret pour moi, en fait, de ne pas parler la darija. En fait, je le comprends, mais pour répondre, c'est... Tu vois, c'est un effort. Puis aussi, après, maintenant, il y a la honte de se tromper. Mais comme quand je vais au Maroc, je vais à Agadir, quasiment tout le monde parle shleh aussi, même dans les commerces et tout, on peut se débrouiller avec le shleh. Et du coup, voilà. C'est le dialecte berbère, enfin, j'aime pas dire berbère, mais amazir. Donc, c'est les berbères Souss du sud du Maroc. Et par exemple, les Rifs qui parlent aussi berbère, on se comprend pas trop bien. Du coup, c'est vraiment le shleh du sud du Maroc, la région d'Agadir, Taroudan et tout ça. Moi, c'est triste, mais je le parle presque jamais. Dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes qui parlent marocain. Et du coup, j'ai fini par un peu oublier. Et comme mes parents, mon frère parlent français, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de leur parler français. Et aussi parce que je rentre de moins en moins au Maroc et où là, je suis confrontée à des personnes de ma famille qui parlent que darija. Et du coup, à chaque fois, j'ai besoin d'une petite semaine de réadaptation. Mais ça revient. Je sais que c'est ma langue maternelle, que je ne vais jamais l'oublier, mais je ne la parle plus trop dans ma vie de tous les jours. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la honte. Moi, c'est un cousin à moi. On avait le même âge, on jouait tout le temps ensemble. De toute façon, ici, là, tout le monde parle darija. Je vais dire la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit « Ghair doué, il a dit juste parle, l'essentiel c'est qu'on te comprenne. Fais des erreurs, c'est pas grave. En fait, ça a débloqué un truc. S'il m'avait pas dit ça, peut-être que j'aurais pas progressé. Hein. Et j'étais au début de l'adolescence qu'il m'avait dit ça. Et même lui était jeune et je trouvais ça d'une grande sagesse de sa part. Il faut surtout se dire que dans tous les cas, ça reste ta langue. Personne va te l'enlever, ton identité, c'est ce côté-là marocain, donc personne va te l'enlever. Moi, cette honte aussi, je l'ai ressentie même en vivant au Maroc. Parce que moi, je suis d'origine de Figuig. Et Figuig, ça parle aussi amazir. Et mes parents, ils nous ont toujours parlé arabe darija, ils n'ont jamais parlé amazir. Souvent, j'étais en famille dans des soirées, dans des mariages, tout ça, et on avait des familles, enfin des gens de la famille qui parlaient que amazir. Et devant eux, je pouvais pas parler, je pouvais pas comprendre. Et ça, c'était vraiment un frein que j'avais aussi quand j'étais au Maroc. Chez les Schleurs, enfin chez les Berbères, en tout cas chez les Amazirs, c'est encore plus critique. Ah oui. Que de pas parler arabe, ouais. Ouais, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire, il y a une appartenance ethnique qui est tellement forte que comment ça, ta grand-tante, tes grands-parents ou quelqu'un de la famille va te parler et tu sais pas répondre. T'imagines quelqu'un qui a grandi en France, qui parle pas amazir, qui parle pas arabe, il va au bled. Ouais. Il y en a plein dans ce cas-là. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'avais une question pour ceux qui ont grandi au Maroc. Vous étiez dans le système scolaire français ou marocain? Marocain. Moi, j'ai fait les deux. Ok. Ouais. J'ai fait le marocain jusqu'en 5e, donc au début du collège, et après je suis passé au français. Marocain, mais à partir des études supérieures, tu as tout qui est en français. Les mathématiques, les sciences, tout ça, tout est en français. C'est quelque chose qui n'est pas très bien fait, je trouve, parce qu'on les met en difficulté. Quand ils arrivent dans le supérieur, il y a un taux d'échec de ouf à cause de ça. Et ils switchent de manière de penser et tout. Et mais c'est surtout aussi il y a une certaine fermeture d'esprit au niveau du français, dans le sens où les professeurs ne font pas forcément l'effort de bien faire le travail et les étudiants ne sont pas assez motivés pour apprendre le français en lui-même. Il y a un très gros problème là-dessus et c'est un retard. Et là, maintenant, ils font beaucoup plus d'efforts à apprendre l'anglais, qui est une langue un peu différente que l'État n'impose pas en quelque sorte, plutôt que le français. Il y a un truc de rejet du français, de la culture française. Parce que c'est que maintenant qu'on ressent en fait l'impact qu'ils ont eu sur tout un pays, sur toute l'histoire d'un pays, sur une administration. Sur l'administration, les documents sur tout en le français, les noms en français, les panneaux en français. La hiérarchie que ça laisse aussi dans la manière dont on perçoit les langues. Il y a plusieurs mois, je sais plus, le nom du reportage me vient plus à l'esprit, mais c'était sur la langue arabe en France en fait. L'arabe pour tous. C'est ça, sur le fait que le gouvernement n'a pas voulu volontairement mettre en place des cours d'arabe pour les arabophones. Et du coup, on est la communauté, bizarrement, qui parle le moins sa langue maternelle.
Mais pour le berbère, tu as dit un truc intéressant, parce que moi, je suis shlouh sahraoui. Moi, je viens de Zagora, et là-bas, on parle tachelhit. Je parle quelques mots, pour comprendre quelques mots, mais c'est vraiment même pas 0,1% de la langue. Et la première fois que je vais dans mon village, dans le désert, et mon cousin, il me parle berbère. Et j'ai regardé, je lui ai dit, frérot, fais un effort. Hein. On peut parler arabe, le temps, il va être long, on va rien avoir à se dire. Hein. Mais parce qu'il y a un truc où, en fait, pour lui, c'était normal que je parle. Le truc de la transmission du berbère. Est-ce que la plupart de vous, vos parents, ils ont grandi en ville ou pas? Non. Ils ont grandi où? À la campagne. Ouais. Sidi Qassem. Sidi Qassem, toi? Ouais, moi aussi, c'était en village et après en ville. Ah, moi, c'est village Tamazirt. Moi, c'était en ville, mais. À Bni Mellal? Enfin, Oujda et Fès, mais le Bni Mellal, j'habite. Enfin, c'est au pied de la montagne et il y a les Amazirs à 20 minutes. Et du coup, je ne peux pas communiquer parce que moi, je ne parle pas amazir et eux ne parlent pas arabe. Moi, je trouve qu'il y a un gap entre les gens qui parlent arabe et amazir au Maroc. Et je me demandais, du coup, s'il y a eu un effort d'intégrer un peu plus l'amazir dans la langue un peu plus officielle. Dès le départ, il a été rejeté. Bah oui, c'est ça. Du coup, forcément, ils ont rejeté le darija en quelque sorte à un moment. Non, là, c'était l'inverse. Est-ce que... Ouais, maintenant, ils commencent à faire des efforts. Tu commences à le voir partout, dans les banques, par exemple, ou dans les affichages. Tu commences à voir Tifiner, qui est du coup l'alphabet amazir. Il y a même certaines écoles qui ont repris les cours. Ça commence à être fait. Les Marocains ou Marocaines sont des Arabes. Oui, non. Je ne vais pas vraiment me mettre sur un nom, mais je vais me placer. Moi, je me mets non à fond. Moi, je reste au Moi, milieu. j'aimerais bien, mais bon. Moi aussi, je vais mettre un peu au milieu. C'est une question piège. On vous voit venir, là. Là, c'est la question pour qu'on s'embrouille, là. Vraiment. Il n'y a pas de vraie réponse pour ça, ouais. hein, parce que si on parle des origines géographiques, on sait tous que là-bas, c'est les Amazirs. Et or, amazir, c'est des Africains surtout. Ouais, c'est ça. Les Arabes sont venus, machin. Est-ce que les Marocains sont arabes ou amazirs? Je pense qu'ils sont les deux. En fait, c'est un mélange. Je ne sais pas quand est-ce que les Arabes sont arrivés Ils sont en arrivés vers Nord-Afrique, les années 900, 1000. En fait, là où ça repose, c'est qu'ils sont venus. Je vais partir dans l'extrême, vraiment dans l'extrême. C'est comme si je te disais, un territoire que la France a pris à un certain moment, là maintenant, même si eux, ils sont plus là et qu'il n'y a que des Français là-bas, ben, il est français. C'est comme si je te disais, l'Algérie, là, actuellement, il y a beaucoup de Français qui y vivent encore. Et ben là, l'Algérie, c'est français. C'est des Français. Sauf que non, c'est pas parce qu'il y a eu un mélange entre les Espagnols et les Kabyles que toute l'Espagne est kabyle ou toute la Kabylie est espagnole. Donc au final, certes, le mélange, il a duré très très longtemps. On ne peut pas vraiment retracer pour savoir s'il n'y a que ça ou il n'y a que ça, ou c'est vraiment un vrai mélange des deux chez tout le monde. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas qu'on peut dire que le Maroc ou les Marocains, c'est des Arabes. La plus grande population qui reste encore aujourd'hui à Mazir, c'est au Maroc, c'est à peu près 45% de la population. Et c'est un peuple qui est sur le territoire depuis plus de 10 000 ans. Et en fait, la colonisation, elle date il y a 1000 ans à peu près, donc proportionnellement, ça fait pas grand-chose. J'ai lu un bouquin à ce sujet-là, et dans la préface, l'auteur dit « Les peuples de l'Afrique du Nord est un peuple amazir arabisé ». Et en fait, on est arabisé, mais avant ça, déjà, il y avait déjà une multitude de mélanges. Donc moi, je me mets un non parce qu'on est en partie arabe, mais pas que. Et de toute façon, je crois que ça se voit aussi physiquement sur les traits, enfin, sur le faciès des Marocains, on a une multitude de palettes. Moi, ma position au milieu, c'est justement, ça retranscrit ça, c'est que les Marocains ne sont pas que des Arabes, mais comme il y a eu le mélange, du coup, je considère que les Marocains, Marocaines, si on prend, je sais pas, une moyenne, bah, c'est un mélange de différentes ethnies. Quand on dit, ouais, est-ce que c'est des Arabes ou est-ce que c'est des Berbères, il y a un truc qui a un peu attrait à la pureté. En fait, avec le temps, les ethnies, elles s'entremêlent, elles s'entrecroisent. Moi, par exemple, ma mère, elle est arabe et mon père, il est berbère. Juste pour, désolé, en fait, le mot berbère, il est Tu vas très dire la même chose péjoratif. que moi, en fait, je savais. Ouais, amazir, si tu veux. Après, C'est juste que... un carton jaune. Ouais. Non, désolé, mais c'est juste que... Ouais, Non, je comprends pourquoi tu dis ça. Mon père, c'est un shlouh sahraoui, tu vois, donc d'origine, parce qu'il a grandi à Casablanca. Et ma mère, elle a grandi à Casablanca, mais c'est une arabe. Moi, en plus, dans mon identité, je suis plus proche de mon côté shlouh que des gens de ma famille du côté arabe. Mais par contre, en vérité, la langue dans laquelle on échange, et moi, mon cousin qui parle le mieux le shlouh, qui vient du village, c'est un libraire qui vend des livres en arabe. C'est le Zinedine Zidane de la langue arabe. Tu parles arabe, quand il parle arabe, il accélère un peu, tu vois. Doucement, concentre-toi, faut l'écouter. Cette question,
elle polarise le truc, elle renvoie un truc de la pureté. Est-ce qu'on est des purs berbères? Est-ce qu'on est des purs arabes? En fait, c'est trop compliqué. On ne peut pas vraiment se dire qu'on est pur ci ou ça, parce que malheureusement, justement, ils sont venus, ils ont pris, ils ont placé ce qu'ils voulaient. Ouais, mais comme la nous. France est venue à placer ça. Ouais, mais en fait, c'est devenu nous. Mais sans forcément qu'on le veuille. Comme je t'ai dit, il y a certains villages, ils ne parlent pas, toi-même tu le sais, qui ne parlent même pas arabe. Ou enfin Darija, du coup, où tu as des villages qui rejettent carrément toute la religion de l'islam. Donc tout ce que l'arabe a apporté, moi je le rejette. Tu as des villages où il y a des gens qui sont arrivés, qui ont vu qu'il n'y avait pas de mosquée. Une fois qu'ils demandent pourquoi il n'y en a pas, ils disent personne ne va y aller. Ou pourquoi elle est petite, parce que deux personnes y vont. Pour te répondre à ça, tu vas dans le Rif, c'est une région très traditionnelle où les gens sont très musulmans. Ouais, c'est comme la région de Sus en soi. C'est pour ça qu'on appelle ça Shluh en vrai, parce que même Shluh, c'est un mot péjoratif par les Arabes, mais eux l'ont accepté, et même à l'époque des années 1000. Youssef Ben Tachfin, il est berbère de Mauritanie de base. Il est arrivé à Marrakech, il a bâti Marrakech, il a emmené l'islam jusqu'au nord de l'Espagne. Ça veut dire en soi, on s'est entremêlé, on s'est mélangé, mais ça reste amazigh arabisé. Ouais, mais en fait, moi, il y a un truc, juste avec ce que tu as dit, qui me dérange un peu, c'est quand tu dis, ouais, ils nous ont amenés. En fait, c'est des mouvements de population naturelle. C'est comme quand on va en Espagne et qu'on voit l'Alhambra, qui était un édifice religieux musulman, qui redevient un édifice religieux chrétien, ou la mosquée Sainte-Sophie, qui était en Turquie, qui était une basilique, qui devient une mosquée, qui devient ensuite un musée. En fait, c'est le mouvement naturel des choses. Pourquoi je me suis mise au milieu? Alors déjà, ce que je remarque, c'est que personne ne s'est mis du côté oui. Donc on est tous et toutes répartis entre peut-être et non. Moi, je perçois une identité amazigh qui est très forte et j'ai l'impression qu'il vit une forme de renouveau, un petit peu notamment dans la diaspora. Et je trouve ça super parce que, en fait, nous-mêmes, les Marocains, on ne sait pas grand-chose de la culture amazigh. En tout cas, moi, je ne sais pas grand-chose, donc je suis toujours contente d'apprendre. Après, c'est vrai que je sens à l'intérieur que parfois, je suis un peu questionnée par justement ce que tu disais tout à l'heure sur la pureté, parce que pureté arabe ou pureté amazigh, en fait, ça fait pas de sens pour moi, comme quand j'entends pureté française, en fait. C'est pour ça que je me mets au milieu, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'histoire, les mouvements de population, et factuellement, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que ça donne aussi, comment est-ce que ça a fait que les cultures se mélangent et se réinventent. Comment est-ce que, par exemple, la mazirité, qu'est-ce qu'elle devient quand elle arrive à Paris et qu'en fait, on réinvente aussi plein de choses de nos identités parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Une personne qui fait ce travail-là que j'aime beaucoup, c'est Raïssa Ley, qui organise un festival bientôt à Ouad, à la Bellevilloise. Elle appelle ça le amazirofuturisme, des choses comme ça. Et après, non, ce que j'allais te demander, c'est le terme berbère qui avait l'air de te questionner. Ou shluh, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui est problématique dans ce terme. En fait, berbère, tout simplement, parce que c'est le mot qui a été utilisé pour nous décrire en soi, et le mot, il vient de barbare, tout court. Juste parce que, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, parce que tout à l'heure, tu as utilisé le mot Afrique, on est des Africains. En vérité, le terme Afrique, c'est un terme colonial. Pour nos ancêtres, ça n'a aucune valeur. Oui. Nos ancêtres ne savaient même pas ce que c'était l'Afrique. Ouais, bien sûr. Tu vois, dans ce cas-là, en fait, c'est comme quand les Afro-Américains, entre eux, ils s'appellent négro. Ils récupèrent des stigmates pour en faire quelque chose et pour eux se définir en dehors de la souffrance que ça a pu générer. Quand mon cousin qui est shluh sahraoui se dit shluh, lui, il prend pas les sous-jacents qu'il y a derrière. Lui, en fait, il se définit comme ça, il le prend pas comme une insulte et en fait, il le réinvente, il en fait quelque chose. C'est pareil avec le drapeau de la Palestine. Ça a été inventé par les Anglais. Aujourd'hui, bien sûr, moi je t'ai dit. Ouais. Du coup, il y a plein de choses là. Mais en fait, le terme shluh, il a dit qu'il a été validé, accepté. Quand moi je me mets là, c'est en réponse à la question. Les Marocains sont des Arabes. Non, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En vrai, ouais, je devrais être là, normalement. Tu devrais être entre les deux, là, du coup. Non, parce que moi, j'avais pas de réponse, mais en vrai, quand j'ai lu la question tout à l'heure, j'ai relu la question, je me suis dit, ouais, c'est vrai, au Maroc, il n'y a pas que des Arabes, mais il y a aussi des... Nous, au Maroc, on les appelle Souassa, des gens de Sousse. C'est pour définir un peu la région de Sousse. On n'utilise pas berbère, on n'utilise pas chlouh, on utilise surtout la région de Sousse, qui est la région dans laquelle on parle amazigh. Bah moi, je vais rester au milieu parce que si dans la question, il y avait marqué « Est-ce que les Marocains, Marocaines sont que des Arabes ?» Là, je me serais mise là direct. Mais est-ce que les Marocains, Marocaines sont des Arabes? Du coup, milieu, pas oui et non, c'est... moi, si je prends un Marocain, une Marocaine en tant qu'individu... T'es contente de ta question? C'est mon dernier mot. Bah, on a tous une part de l'un et de l'autre et je reste au milieu. Les Tbergig, c'est marocain ou c'est français? Les Tbergig, c'est les ragots, c'est le fait de raconter des histoires sur les autres, colporter des rumeurs, déjà la rapporter les médisance, paroles, puis la calomnie. développer un peu.
Les petits potins. Ouais, voilà. Ou les gros. J'ai changé de place parce que j'ai pensé à plein d'endroits en France en fait où on a aussi cette culture du ragot. Le terme tbergig est vraiment marocain pour le coup, mais qu'en fait il désigne une réalité qui peut tout à fait avoir cours par ailleurs en France. C'est comme dire tbergig au Maroc et les petits potins en France. Au final, c'est juste humain. On veut, Ouais, tous, c'est ça. on veut tous tout surveiller. C'est international. C'est pas que les ragots. Moi, je suis. Parce qu'il y a un processus derrière, tu vois. C'est le fait d'aller chercher l'information aussi, tu vois. Ça demande un certain effort quand même. Je pense que le Marocain, il a beaucoup plus d'efforts pour aller chercher l'information qu'un Français ou qu'un Américain. Dans un petit village en Provence, en France, c'est pareil. Tu auras la vieille qui habite en face de toi et qui est comme ça, qui te surveille toute la journée. Ouais. Toute la journée. Ouais, non, mais ça, les vieilles, parce que voilà, Ouais. sans retraité, machin. Mais les Marocains, c'est pas que les vieux. T'as un jeune de 16 ans, il va aller rentrer dans ta vie pour aller chercher une information, pour aller la raconter à quelqu'un d'autre, qui va la déformer, qui va arriver chez quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais après, en fait, le truc, c'est que ça, par exemple, c'est des scénarios que j'ai vus dans films ou séries étrangères au final, et ça n'a pas été inspiré par des Marocains, crois-moi. C'est pas nous, on les a inspirés les novellas, là-bas dans leur pays. t'as vu, dans les novellas, il y a Ouais. des tbergig. Hein. C'est pas juste faire circuler une information, c'est vraiment aller chercher l'information, aller raconter des histoires, des fois avec une malveillance pour aller arriver à un objectif. Pour moi, tbergig, c'est pas un truc positif, il y a un truc malsain derrière. Ma définition, c'est aller chercher une information personnelle chez quelqu'un qui ne veut pas la divulguer pour l'utiliser pour des fins qui sont à toi. Pour parfois nuire, en soi, c'est pas toujours négatif. Mais est-ce que tu penses que le fait de penser que c'est vraiment marocain, est-ce que c'est le fait que tu aies grandi justement au Maroc avec un entourage marocain et avec une culture marocaine? C'est parce que j'ai grandi au Maroc et parce que je vis en France depuis bientôt 10 ans. Et les tbergig que j'ai vus au Maroc, je les ai jamais vus en France. Ça, c'est peut-être la forme un peu extrême du tbergig. On peut aller de tbergig où tu es à la terrasse du café pour voir toutes les personnes qui passent. Ça, c'est minime. Après, tu as le niveau extrême. Mais en tout cas, moi, je bergig autant avec mes colocs français qu'avec mes cousines au Maroc. Les chaînes d'information françaises, elles font beaucoup de tbergig. Hein. Les BFM, tout ça. Bah, j'ai pas dit non, mais... Mais tu peux. Après, c'est leur travail. C'est leur travail. Non, mais tbergig, c'est aussi de la désinformation. Ça existe aussi dans l'entrepreneuriat, dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, par exemple, où on salit la réputation de quelqu'un, c'est tbergig aussi. Dans le milieu professionnel, ça existe énormément. Un collègue qui parle sur toi, qui entend que tu te fasses virer, c'est la même chose. C'est possible, ouais. Ouais, C'est allez. possible. Après, la question, c'est pas que tbergig, c'est que marocain. Non. Pour moi, c'est marocain aussi. Non, moi j'allais dire, sans vouloir essentialiser quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça dit aussi beaucoup d'une culture de la curiosité qu'on a beaucoup au Maroc. On aime bien poser des questions, etc. Je pense aussi que ça fait partie un peu du système parce que dans les villes, tu as des gens qui sont implantés dans chaque quartier. Leur travail, c'est de rapporter les informations. Et ce système-là, le gardien, ouais, Le SS, c'est le gardien. Et t'as pas que l'SS, t'as le Moulhanout. T'as le gars qui tient l'épicerie. T'as le les agents Chaouch, immobiliers, là. comment il s'appelle, celui qui travaille à la mairie, un agent de mairie. En fait, t'as tout un système qui fait que t'as des yeux chez toi. T'as des gens qui savent qu'est-ce que t'as mangé, t'as des gens qui savent est-ce que t'es en train de faire des travaux, par exemple. T'as pas demandé une autorisation. Bah, demain, il y a le mec qui va toquer, va te dire ah ouais, t'es en train de faire des trucs dans tes toilettes, t'as pas demandé, tu vois. T'as un peu un œil de Moscou et tout, tu vois, au Maroc, où tu sais, les gens ils L'œil de regardent. Casa. Et l'œil de Casa, exactement. Et en fait, non, mais par contre, ça crée des freins chez certaines personnes. Ils vont pas te dire ce qu'ils vont faire. Et quand tu leur dis, ouais, pourquoi tu dis pas ce que tu fais? Ouais, parce que j'ai pas envie qu'on me porte l'œil, machin. Ah, tranquille, on se connaît, tu vois, parle de tes projets. Et le tbergig aussi, il y a certains sujets qui sont favorisés. Genre la situation financière de quelqu'un, la personne avec qui il va se marier. C'est quelques sujets très précis, c'est pas sur tout. Je me demande aussi si c'est pas lié, enfin si ça peut ne pas être lié à comment les gens passent leur temps au Maroc versus en France. Et peut-être que si au Maroc on a un taux de chômage plus élevé, est-ce que c'est plus propice à des situations de tbergig qu'en France? Non, je pense que c'est un état d'esprit. Donc, quand t'as le gars de l'épicerie, il travaille. Hein. Et est-ce que aussi, comme on a un peu tendance, attention c'est peut-être une connerie ce que je vais dire, je sais pas, mais à des fois cacher un peu, on a aussi une culture de la pudeur qui est très importante. Et en même temps du coup on a envie de savoir et je sais pas.
Mais peut-être c'est une bêtise. Non, mais c'est possible, ouais. Non, Je sais pas. il y a ce truc-là et au final, c'est pour ça que les gens ils sont plus curieux de savoir et ils veulent encore plus savoir et ils cherchent à savoir parce que tout le monde se cache. Parce que sur lui, du il va secret. chercher à tout savoir sur toi, mais il ne va jamais rien te dire sur lui. Il va attendre que tu dises pour que lui, il te lâche 2-3 infos. Et c'est souvent comme ça, on est cachotier, mais en même temps, j'ai envie de tout savoir. On sans va que toi, fumer tu des saches clopes sur trop. le star pour que tout le monde nous voit. Ouais, carrément, c'est ça. Toi, tu te dis c'est pour me cacher, mais au final, tout le monde va te voir. Ou même, le Maroc, c'est pas vraiment. C'est un pays musulman, mais il n'y a pas que des musulmans au Maroc. Maintenant, pendant Ramadan, si tu manges ou tu consommes quoi que ce soit pendant les heures de jeûne et que quelqu'un te voit, il va forcément appeler la police pour venir te chercher chez toi. Ça peut amener jusqu'à la prison parfois, mais on ne peut pas dire que c'est marocain. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu au Maroc, je suis sûr que si je vivais dans un autre pays, j'aurais vu la même chose. Moi, je l'ai vu au Maroc et je l'ai vu en France. En tout cas, moi, en France, j'ai l'impression Donc, que 99% des gens, ils se mettent leurs affaires. Ils veulent pas, Ouais, ils veulent pas aller rentrer dans ta vie, ils en ont rien à foutre. Mais on est à Paris. Ouais, Mais mais c'est- au Maroc, oui, t'as mais c'est- 99% des non. gens. En fait, les gens en région parisienne, moi je suis originaire du Nord. C'est pas pareil, j'ai grandi dans un petit Ah oui, bled, un peut-être, petit ouais. village, etc. Tu vis en région parisienne, les gens ils en ont rien Ouais, à ils ont faire leur de ta taf, vie. ils ont leur truc, ouais, c'est vrai. Individualisme plus, tu pourrais même être mort chez toi que personne ne s'en rendrait compte. Moi dans le Nord, j'en ai vu des Belgègues et c'est pas des Arabes. Être en France, c'est une réussite. Elle est difficile cette question. Super dur. Ouais. Ouf. J'ai 46 ans, je suis née en France, mon père était mineur. Les mineurs marocains, quand ils sont arrivés en tant qu'intérimaires. Du coup, au départ, ils n'étaient pas trop considérés, pas payés comme les autres, etc. Et du coup, on n'a pas eu faim. On a mangé, on a étudié, et ça c'est une chance, on a pu se faire soigner quand c'était nécessaire. À cette époque-là, c'était une chance d'être en France et du coup, la possibilité de réussir. Aujourd'hui, avec la transition économique du Maroc, avec la situation de la France actuelle, c'est compliqué de se positionner à titre personnel pour une personne d'origine marocaine. Je ne sais pas si j'aurais mieux réussi si j'étais restée au Maroc, mais du coup, je me dis, si j'étais pas marocaine en France, est-ce que j'aurais mieux réussi? Pour moi, c'est ni oui ni non, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent dans cette question-là et c'est compliqué d'y répondre. Mais sur certains points, ça reste quand même une évolution de vivre en France, de grandir en France. Il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles on a pu avoir accès, etc. Peut-être que pour les générations à venir, la réponse sera pas la même. Franchement, ni oui ni non. Je pense que ça dépend aux yeux de qui, ça dépend des générations, quoi. Moi déjà je suis née ici, donc la notion de réussite, je ne sais pas si elle se pose réellement. Si j'avais effectué un changement d'espace, je me serais peut-être posé la question, mais je crois que je ne me la pose pas vraiment. Mais je pense que si, en ayant grandi ici, à un moment je décide d'aller m'installer au Maroc, quelque chose auquel je pense, je me dirais, ah bah c'est une réussite en fait d'être partie au Maroc et d'avoir réussi à faire quelque chose là-bas. Donc c'est plus sur le parcours que je questionnerais la réussite plutôt que l'endroit où je suis. Après, si tu poses la question à mon père, je pense que oui, la réponse sera oui, c'est une réussite. Pour moi, je pense qu'elle se pose pas vraiment. Du coup, je me dis, est-ce que la question c'est est-ce que c'est une réussite ou est-ce que on parle de l'accès à certains privilèges? Je sais pas. Moi, je suis sur le oui. Je vais plus prendre mon parcours depuis que je suis ici et toutes les choses que j'ai pu faire en France. Ça se trouve, j'aurais pu les faire au Maroc, mais ça, je ne saurais jamais. Mais en tout cas, je suis très fière de la personne que je suis devenue, parce que je suis quand même assez jeune, à 17 ans en France. Je suis fière des études que j'ai faites, de l'entourage que j'ai actuellement. Enfin, je me sens épanouie ici en France et je pense que je le suis moins au Maroc et je le ressens quand je rentre en vacances, que je suis moins moi-même au Maroc qu'en France. Du coup, ouais, pour moi, le fait d'être ici, c'est une réussite parce que j'ai l'impression que j'ai trouvé l'endroit où je suis le plus épanouie et où je me plais beaucoup. Moi, c'est un petit oui. Mais comme tu as dit tout à l'heure, ça dépend des yeux de qui. Je pense, à mes yeux, c'est un oui quand même. Je peux pas dire non parce que sinon, je me mentirais à moi-même. J'ai vécu au Maroc, j'ai bossé au Maroc. Et franchement, quand je suis venu en France, ma situation financière surtout, s'est beaucoup améliorée. Donc ça, je peux pas nier. Et je trouve qu'en France, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'au Maroc. Même si aujourd'hui, au Maroc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités qui commencent à se créer et tout. Mais j'aurais pu me mettre complètement
Oui, ça c'est aux yeux de ma famille, de mes frères, de mes neveux, parce qu'ils voient en moi quelqu'un qui a réussi, qui est parti en France, qui a décollé et tout, mais c'est leur vision à eux. Moi, je reste sur un petit oui. Petit, parce qu'en vrai, je m'attendais à plus que ça. Quand je suis venu du Maroc jusqu'à ici, je m'attendais à beaucoup plus de démocratie, bref, plus de liberté d'expression, tout ça. Donc, sauf que c'est pas le cas. Donc pour moi aujourd'hui, la France, c'est pas un pays où je me sens heureux à 100%. En fait, tout dépend déjà de ce qu'on veut dire par réussite. Il y a des gens que je connais, moi, qui ont mon âge. Pour eux, la réussite, c'est d'avoir une famille et des enfants. C'est tout. Et ça, tu peux le faire en France, au Maroc, où tu veux au final. Et après, le cas que tu as traité en fait dès le départ, c'est que ici, tu avais beaucoup plus d'avantages que là où peut-être tes cousins n'avaient pas au Maroc. Ben moi, au Maroc, j'avais peut-être beaucoup plus d'avantages que la moitié du pays n'avait pas. Donc au final, ces différences-là, elles sont un peu partout. Moi, par exemple, mes parents, ils ont eu la chance d'avoir des bourses, ils sont venus faire leurs études ici. C'était une réussite en soi pour mon père de faire ses études à la Sorbonne à l'époque, c'est quelque chose. Mais après, il est gentiment rentré, il s'est placé là-bas, il est très content. Il a sa réussite au final d'avoir fait sa famille, fondé sa famille, tout donné à ses enfants et continuer de le faire jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si cette réussite-là, c'est la France qui la porte ou si c'est plus un sentiment personnel de ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a voulu faire. Et si on l'a atteint ou si on est encore en train de le faire et c'est ça qui me rend plus content de faire et pas juste de l'atteindre. J'aime beaucoup son analyse. Ouais. Je l'ai prise justement personnellement, la question, enfin, genre moi en tant que personne, le fait d'être ici. Après, ça aurait pu être si j'étais allée je sais pas, dans un autre pays, peut-être que ça aurait été la même. Et je pense encore plus en tant que femme au Maroc. Moi, je ressens cette différence entre, par exemple, moi et mon frère. On a tous les deux fait des études à l'étranger. Et je sens que lui, il est plus connecté au Maroc, il a envie d'y retourner. Et moi, j'ai un peu plus de mal. Et je crois que je justifie cette différence. Parce que moi, je suis une femme et que lui, c'est un homme. Et que c'est un peu plus facile pour lui. Là où moi, je peux te rejoindre, c'est que moi aussi, j'ai pas envie d'y retourner au Maroc. Mais aller au Maroc là actuellement, j'aimerais beaucoup. Et toi, du coup, t'es sur un non? Non, ouais, c'est pas un échec. En fait, déjà, moi, ça me renvoie à un truc en mode la France, elle vous a tout donné. Ah non, gros, faut qu'on se lève pour aller le chercher. Enfin, non, mais vraiment, non, mais c'est une fois parce qu'en fait, il y a un oncle à moi au Maroc qui a eu un truc grave condescendant envers une tante à moi de Belgique. Il dit ouais, Belgique, là, en gros, vous, ça se passe très bien pour vous en Belgique. Limite, en Europe, l'argent, ça pousse sur les arbres. Ma tante, elle lui a répondu, moi, je suis femme de ménage. Je me lève tous les matins à 5h50 pour aller nettoyer des maisons. T'es capable de le faire. C'est beaucoup de sacrifices d'être ici. Moi, c'est ce que me disent mes parents, c'est un moyen en fait. Oui, c'est clair, t'as accès à l'éducation gratuite, t'avais accès aux soins gratuits, parce que maintenant c'est compliqué. On avait accès à beaucoup de trucs qui nous ont facilité la vie, ça c'est indéniable. On y a encore accès en soi, il y a beaucoup d'aide en France. Ouais, mais va à l'hôpital public, c'est pas comme quand tu y allais en 1995. Forcément, mais dans le sens où c'est pas... Il y a beaucoup de choses qui sont données, mais ça veut pas dire que tu me donnes que c'est bon, tout va bien au final. Mais beaucoup chez les gens du sud du Maroc, ils sont en France, ils travaillent, ils sont en mission, ils coffrent, ils envoient tout au bled. Moi, mon père, il est venu en 77 pour faire ses études. Il vient d'un quartier populaire de Casablanca, il vient de Sidi Atman. Il me disait à l'époque, ils allaient chercher les jeunes dans les quartiers populaires pour faire leurs études en France pour être professeur, en gros. Il m'a dit, moi, il y avait le gars, il est venu, et je lui ai dit, pourquoi pas, je vais aller là-bas, je vais changer d'air, je veux juste voir autre chose. Et en fait, il est resté ici, et il a fait une thèse en génétique, il a raté le concours et tout, donc il est devenu enseignant, il a un peu galéré, il a trouvé du taf. Et en fait, il dit, en fait, moi, je suis déjà installé ici, je peux nourrir mes enfants, je peux payer le loyer, je vais rester là et je vais construire pour après. Et en fait, c'est plus un moyen qu'une réussite. Et s'il y a un truc de un cousin à moi au bled, il m'a dit un truc, ça m'a fait encore plus relativiser le fait d'être en France. Il vient d'un milieu populaire, mais il est professeur de PS, il est coach sportif. Et je parle avec lui, je lui dis, est-ce que tu viendras en Europe? Il m'a dit, mais gros, moi ici, là, j'ai un contrat avec l'État qui me paye décemment. J'ai des petits business à droite à gauche, donc je m'en sors financièrement. Si je quitte là, mais il faut que ça soit un vrai truc de l'autre côté. Moi, je ne vais pas venir pour vendre des cigarettes à la sortie du métro. Tu vois, en fait, être en France, est-ce que c'est une réussite? C'est un moyen qui te permet d'accéder peut-être à ta réussite. Et peut-être que c'était plus facile de le faire en France que ça aurait pu l'être au Maroc. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pour ça que je me mets au milieu. Pour moi, c'est ni oui ni non. C'est ni oui ni non. C'est une question de moyens et c'est personnel surtout. Ouais. Hafsa, elle a dit un truc super intéressant et super touchant sur les montagnes. Et elle va le dire. Quand j'ai atterri à Chambéry, alors qu'avant j'étais à Paris, et que j'ai vu les montagnes autour, ça m'a reconnectée à Beni Mellal parce que j'étais entourée de montagnes sans même savoir qu'elles étaient là. Du coup, il y a une part de moi qui sera et qui est toujours connectée
au Maroc. Mais tu vois, par exemple, ces montagnes au Maroc, j'y allais jamais. Alors qu'à Chambéry, tous les week-ends, j'y suis. Du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression de pouvoir faire plus de choses depuis que je suis en France que quand j'étais au Maroc. Donc dans son cas de figure, mais c'est très personnel. Mais par rapport à moi, non, c'est un moyen. Tout dépend du sens qu'on donne en fait sur le mot réussite. Mais en tout cas, dans ma posture, moi je suis maman célibataire. J'ai quasiment élevé mon fils toute seule. Au bled, j'aurais peut-être pas pu. Je vis pas chichement et machin, etc. Mais au moins j'ai un toit sur la tête, le frigo il est rempli. Des aides, de toute façon, il y en a pas parce que j'en ai qu'un. Mais en tout cas, il y a quand même des solutions qui sont là. Après, c'est comme au Maroc, je connais des gens qui sont maman seule ou père seul. Et ils diraient la même chose en fait sur la France, ils diraient là je réussis au Maroc mais je sais pas si j'aurais pu réussir en France. C'est qu'au final c'est pas une question d'endroit, c'est une question de comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on s'apporte et les moyens au final qu'on a autour de nous. C'est vrai qu'en France ça peut être plus facile, il y a beaucoup de moyens qui sont apportés et d'aide, mais au final ça se bloque pas à la France. Mais c'est vrai que moi du coup je me suis déjà moi-même posé la question, si j'étais seule, est-ce que en fait j'ai bossé, j'ai repris mes études, mais si je l'ai fait ici, j'aurais peut-être pu le faire là-bas. En même temps, tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas savoir. Mais pour mon père, du coup, je voyais ça comme une réussite parce qu'il a nourri tout le monde, en fait. Les mineurs marocains, il y en a 80 000 qui sont venus et qui ont été expatriés dans le Nord directement, recrutés comme du bétail. Ça, c'est un autre sujet. Mais mon père, il a gratté le charbon pendant toute sa vie à 600 mètres sous terre. Donc, effectivement, c'est un moyen. Mais aux yeux des autres, c'est vu comme une réussite. Quand il vient au bled l'été, 2 mois, avec sa voiture, etc., avec ses enfants, où il peut nourrir tout le monde et payer les études des uns des autres, donc c'est vu comme une réussite. Mais ça a un prix. Tu vois, moi, quand ma tante ou ma mère, elle travaillait à la crèche. Elle était auxiliaire de puériculture à la maison. Après, elle a fait une formation, elle a travaillé à la crèche. C'est fatigant. T'as mal au canal carpien, t'as mal au dos, elle s'est cassé les 2 poignets au taf. Ma tante, pareil. Et ça a un prix. Après, ils sont dedans. On est tous dedans, tous à notre échelle. On est dedans, donc on ne peut pas mesurer. Mais parfois, tu te dis, est-ce que tout ça, ça valait le coup? C'est vraiment une question que je pose, j'ai pas la réponse. Je me mets entre les deux. Est-ce que tout ça, ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de se casser le dos? Ça valait le coup de perdre sa santé? C'est vrai. Pourquoi? Pour débarquer au bled en été avec un Renault Scénic et en plus des gens que j'ai trimé toute l'année et qu'en plus mes gosses triment aussi. C'est pas pour débarquer avec un Renault Scénic. Parce qu'ils avaient, en tout cas, ils avaient la charge de la famille. Aussi. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous allez ramener l'argent pour nourrir ceux qui sont restés ici. Après, moi, c'était pas comme ça. Tu vois, moi, c'était comme ça. Aujourd'hui, mon père, c'est le doyen de la famille. Donc, quand mon grand-père, quand mon père est venu en France, il lui a dit, je compte sur toi. Donc, mon père, il a marié, nourri ses frères et sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, tout le monde, quoi. Tu vois, mais c'est vrai, à quel prix? Juste, tu prends une personne lambda au Maroc qui a une expertise, je sais pas, coiffeur, boulanger, machin. Il part en France, il vient en France, tu vois, il a un petit boost. Tu vois, n'importe quelle expertise pour moi, tu la maîtrises au Maroc, tu viens en France, tu as un petit boost. C'est vrai que peut-être socialement, tu es dans un pays qui n'est pas le tien, tu es un peu loin de ta famille, machin. Mais si tu avais des objectifs, je sais pas moi, d'acheter un appartement, d'être propriétaire, d'acheter une voiture, machin, c'est beaucoup plus facile d'y accéder si tu es en France que si tu es au Maroc. Tu vois. C'est vrai. Et il y a un truc que je trouve, c'est quand je vais dire ça, c'est pas du tout péjoratif pour moi comme terme. Vraiment, quand on est à la fac en France, les blédards, ils nous mettent une tempête. Hein. Ils sont meilleurs que nous. Hein. Ils nous éteignent. Hein. Nous, on est là en train de faire des débats. C'est qui le meilleur entre Ronaldinho et Neymar? Parce que lui, il a fait 2000 km pour arriver ici. Non, mais lui, il sait, il redouble 2 fois. On lui coupe le titre de séjour, il est obligé de retourner au Maroc. Ouais, mais même à part ça, en fait, déjà se dire que je fais 2000 km pour avoir une carrière là-bas. Crois-moi que je vais tout faire pour l'avoir. Je vais venir avec un stylo tout cassé que j'ai ramené avec moi là-bas et je vais le faire. Mais est-ce que c'est le fait d'être venu en France, d'être arrivé en France, la réussite? Ou c'est quand ils sont arrivés en France, ils se disent « Attends, ils sont en train de faire leur débat de con là. Moi, si je suis là, je fais ça en amphi, je vais pas avoir mon année. » Par exemple, je vais reprendre mon cousin. J'aime trop ce cousin en fait. C'est trop... C'est le même. Il s'appelle Ali. Il s'appelle Ali. En fait, lui et son frère, c'est des débrouillards. Tu le mets au Maroc, tu le mets à Paris, il va s'en sortir. Tu vois?
Mais en fait, pour lui, venir en France, c'est pas un truc de réussite. Il te le dit, moi, il me faut un truc de fou si je viens en France. Je vais pas quitter ce que j'ai pour un truc bancal, tu vois. Donc en vrai, t'as réussi à faire ce que toi, tu voulais faire sans que t'aies trop de coups physiques ou moraux ou psychologiques. Bah ouais, c'est une réussite. Si tu l'as fait et que t'as un coût physique, moral qui est trop élevé, ça peut être une réussite, mais à relativiser. Mais dans des familles, t'as des gens, ils reviennent, et le mec, il travaille 45 heures par semaine à l'usine, il vient au Maroc, les gens, ils lui parlent comme si c'était un distributeur de billets. Ah ouais. Déjà, lui, les gens voient qu'il a réussi, mais est-ce que c'est une réussite pour lui? Déjà, il se fatigue, il se fait pomper tout son oseille, on va pas se mentir. Et en plus de ça, on lui dit « Ouais, toi, quand j'ai besoin de toi, on peut pas compter sur toi. » Est-ce que c'est une réussite? C'est pas une réussite. À quel prix? Ouais, c'est le prix. Je vais souvent au pays. Alors, j'y allais tous les étés quand j'étais gamine. Sur les dernières années, disons que la vie fait que j'ai pas pu aller aussi souvent que je le souhaitais. Problèmes économiques, social, familial, etc., etc. Moi, quand j'étais en études, j'y allais 2-3 fois par an. Et maintenant, depuis 5 ans, pour des questions écologiques, je ne prends plus l'avion. Du coup, j'y vais 1 fois par an. Et ça me prend 48 heures pour y aller, mais je dois y aller 1 fois par an pour voir la famille et les parents. Depuis Chambéry, je vous fais un petit peu le chemin. Chambé-Lyon en TER, Lyon-Barcelone en bus de nuit, Barcelone-Algeciras en prenant le train en Espagne, Algeciras bateau jusqu'à Tanger et Tanger-Casablanca en TGV. Et après, soit on vient me chercher à Casablanca, soit je prends le bus jusqu'à Beni Mellal. Bravo. Il faut le faire. Ouais. À l'époque, quand on était gamin, nous, on y allait en voiture. Ouais, moi, mes parents, ils le faisaient carrément en car. Les vacances, elles commençaient à partir du moment où on montait dans la voiture, en fait. C'est ça, moi, le trajet fait partie de mes vacances. Je m'arrête à Séville. Moi, j'y vais 1 fois et demie par an, on va dire. Avant de me marier, d'avoir des enfants, j'y allais 2-3 fois par an. Là, avec 2 filles de 3 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc, on y va 1 fois par an. Et des fois, j'y vais tout seul un week-end, rapidement. Mais je me dis, c'est pas suffisant parce que j'ai envie que mes enfants apprennent l'arabe et tout, rencontrent la famille et tout. C'est encore plus difficile parce que ma femme, elle est franco-turque, donc il faut aussi partir en Turquie 1 fois par an. Moi, j'y vais 1 fois et demie par an. J'y étais pour des événements de taf. J'ai été aussi pendant le ramadan de l'année dernière. Et cet été, j'y vais avec ma femme et mon fils. On va en voiture, mais pareil, on va un peu profiter de la route et tout. C'est la première fois que j'y vais en voiture en tant que conducteur. D'habitude, c'était en tant que passager. Mets tes écouteurs, tu manges des sandwichs. On arrive quand, tu vois. Mais ouais, non, j'y vais tous les ans. Ça me fait du bien. Moi, j'y allais tous les ans pendant l'été, en voiture aussi. Puis on a commencé à prendre l'avion. Puis il y a eu toute une phase ces 10 dernières années où j'y suis allée seule avec mon père. Pas du tout dans les grandes villes, mais en allant vraiment en restant 1 semaine chez ma grand-mère, en étant dans un but vraiment de récupérer des histoires et d'être vraiment dans une dynamique de transmission. Comme mes frères et sœurs sont à l'étranger et eux n'ont pas trop gardé lien avec le Maroc, du coup il y a un peu un endroit où dans la fratrie, moi je me sens une place où je dois récupérer des histoires. Et là, j'ai perdu ma grand-mère cet été, donc c'est une nouvelle phase où je vais au Maroc seule. Et c'est complètement nouveau en fait, parce que déjà ne pas être chez la famille tout le temps, créer ses propres connexions, être dans les grandes villes. Là, pendant tout le ramadan, j'étais au Maroc, j'ai été 1 semaine à Marrakech, j'étais là, en fait, j'étouffe, je veux retourner à la campagne, s'il vous plaît. Donc c'est tout un nouveau rapport au Maroc qui se construit et c'est pas si simple, parce que on a des manières de socialiser qui sont différentes. Après, je me dis que j'ai de la chance parce que j'ai eu quand même l'occasion de pouvoir observer et vivre dans mon corps ces manières de socialiser et de communiquer depuis toute petite. Donc je peux m'adapter. Mais quand on est toute seule en train de créer ses propres connexions, et en particulier quand on est une femme, je trouve que ça pose aussi des questions un peu différentes. Donc à suivre. Ça va faire 3-4 ans que je suis ici, 4 ans plus. Au départ, j'y allais 1 à 2 fois parce que c'était compliqué en fait quand j'ai quitté. Je me sentais plus vraiment chez moi quand je rentrais du coup. Donc c'était un peu difficile au départ. Et petit à petit, en fait, déjà qu'ici, j'avais des projets qui se lançaient, qui maintenant vont jusqu'au Maroc. Donc ça me fait aller un peu plus au Maroc. Parfois, je me retrouve même à travailler en allant juste pour me reposer. S'user soi-même et le fait de faire des choses dont on est content, ça redonne un peu ce truc-là de... Je me sens de plus en plus chez moi là-bas. C'est compliqué. Moi, par exemple, je suis maman, du coup, c'est pendant les vacances. Même si ça fait longtemps que j'y suis pas allée, quand ça va pas, je me dis, il faut que j'aille au bled. Bon, malheureusement, je suis toujours pas retournée, mais j'ai ce besoin-là de me dire, je vais aller me reconnecter à la terre,
Là-bas, Je dis que maintenant je me sens plus chez moi parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était pendant le mois de mars, sur les 3 dernières semaines de Ramadan. J'y allais de base pour me reposer, je devais me déconnecter. Au final, ça s'est pas fait et j'ai travaillé tout au long. Mais il y avait quand même ce truc-là où si je n'étais pas revenu, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, là maintenant. C'est très compliqué, mais ça fait trop du bien. Ça fait vraiment trop de bien. ça remplace une bonne psychothérapie. Ouais, au moment où on veut éviter la psy, on y va, ouais, c'est ça. Oui, je sais pas si je dirais que ça pour moi, c'est Deux choses complètement différentes. Ouais. Non, c'est de rester. En fait, on reste dans le déni. On Voilà, évite c'est le ça. psy. Exactement. On se dit que ça C'est pas pareil. s'amusait. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est un remède. Tu vas là-bas, tu passes du temps avec ta famille, tu manges des bons fruits, tu marches, ça fait du bien. Avec un jus de canne à sucre, tu sais, des trucs... On va tous y aller là. Allez, on prend tous un vol. En fait, c'est beaucoup de réminiscences de Madeleine de Proust. Ou de... C'est ça. Ouais, de tagine de Proust même, tu vois. Elles au bord de la mer, là, avec des boulettes de sardines. Tagine et de tout. Lala Takracos. Moi, je voulais dire qu'à un moment, ça a été dur de revenir au Maroc parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouvais plus de choses à faire là-bas. J'avais de moins en moins de potes avec qui je pouvais sortir, partager des choses. Du coup, ça devenait un peu compliqué où j'y allais, je voyais la famille pendant une semaine et après, c'est bon, j'avais envie de retrouver ma vie en France, mes potes, tout ça. Mais du coup, maintenant, j'y retourne et j'essaie de trouver des choses qui me plaisent, que je fais ici, que je vais aller faire là-bas. Par exemple, aller en montagne. Du coup, j'ai trouvé un super spot d'escalade à 3 heures de Beni Mellel et je n'avais pas du tout connaissance de l'existence de ce spot. Et du coup, j'essaie de me reconnecter au Maroc et de kiffer y aller en faisant les trucs qui me font plaisir. Moi, je voulais dire un truc par rapport aux effets un peu nostalgiques qui étaient mentionnés, que je perçois aussi, que je perçois moins quand je ne suis pas justement dans ce cadre qui est très sécurisant de la famille, où justement tout ce qui est nostalgique peut se déployer, on va dire. Et je trouve qu'en tout cas, moi, j'ai perçu ça chez moi, mais aussi chez d'autres personnes. On peut avoir des fois tendance à idéaliser un petit peu le pays d'origine parce que nous, on le connaît l'été. Et on débarque et on arrive et on profite et il y a la plage et il y a le soleil, toi jeune, ta. Mais en vrai, c'est pas la même chose que la vie quotidienne là-bas, je pense. Vraiment pas. Quand on y va juste pour, entre guillemets, pour les vacances, etc., on arrive quand même avec un certain nombre de privilèges qui sont importants, quoi. Et ce qui n'enlève rien à la poésie de tous les souvenirs qu'on peut avoir, que ce soit du voyage en voiture, de la bouffe, de la musique, du partage, en fait, tout simplement. Moi, ça me fait un peu réfléchir à ça. Ouais, Je pense que c'est pas. Enfin, vous avez beaucoup parlé de thérapie, mais je pense que c'est pas qu'une thérapie. Des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être des trucs un peu négatifs. Avant que ma mère décède, par exemple, à chaque fois que j'y allais, ça me faisait un peu mal parce que je la voyais un peu vieillir. Aujourd'hui, quand j'y vais, je vois un peu mon père tout seul vieillir. Donc ça fait pas trop du bien. Et en plus, t'as toujours des petits problèmes entre les frères et les sœurs, les cousins, les machins. Du coup, t'es là, t'es une espèce d'éponge. Il y a tout le monde qui vient te raconter ses problèmes, machin truc. Des fois, c'est pas trop une thérapie, mais en tout cas, dans le gros, c'est vrai que ça fait du bien. Ça te fait reconnecter, que ce soit aux problèmes de la famille ou du pays ou aux trucs qui sont positifs. Donc, Juste, je vais parler d'un truc. Je pense que ceux qui ont grandi en France, ils vont comprendre de quoi je parle. C'est le seul endroit où tu découvres ton daron. Parce que, non, mais ça c'est vrai, quand t'es au bled, c'est pas le même qu'ici. C'est pas le même. Il parle avec toi, il prend le temps. Et je me rappelle, vraiment, c'était en 2015, c'était un enterrement. Et on était en train, avec les cortèges funéraires, c'est long, on peut y avoir tout le quartier qui suit la tombe et tout. Et on a commencé à discuter avec mon père pendant le cortège funéraire. Et il me parlait des trucs qu'il m'a jamais raconté en 2015. J'avais 23 ans, j'avais 22 ans. C'est aussi pour ça que ça fait du bien. C'est pas le même qu'à la maison, lui. Ça, c'est vrai, mais pour le coup, moi, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, mon père, il a fait ses études ici. Il a vécu dans un village pendant une longue période de sa jeunesse. À un moment, il est parti pour ses études en ville, à Ouarzazate, puis à Marrakech, puis à Rabat avant de venir en France. Mais dans le sens où, moi, mon père, je ne le découvre réellement que s'il est chez lui, là où il a grandi. Mais maintenant, une fois que je l'ai vu en France, à mon âge de maintenant, où on peut se poser et discuter, mon père qui, d'ailleurs, c'est un peu compliqué de parler avec mon père. On ne parle pas forcément
beaucoup. On n'a pas cette facilité à poser des questions pour mettre à l'aise la personne, mais on ne parle pas si on ne met pas à l'aise non plus. Mais une fois que tu nous mets à l'aise, ça part. Du coup, moi et mon père, on n'arrive pas à se mettre à l'aise tous les deux, mais parfois ça vient de par l'endroit où on est, de par ce qui a été vécu. Du coup, c'est différentes parties de lui-même qu'il a pu laisser à certains endroits qui font qu'il est comme ça à ce moment-là où il est à cet endroit-là. Moi, il y avait un dernier truc sur lequel je voulais rebondir par rapport à l'avion, parce que c'est vrai que notre génération, on est confronté quand même à quelque chose qui est hyper déstabilisant quand on a nos familles à l'étranger, que ce soit au Maroc ou ailleurs en réalité. Quand tu te poses la question de ton empreinte carbone, tu te dis mais attends, mais si je veux garder un contact avec ma famille, qu'est-ce que je fais? Si je veux prendre l'avion une seule fois par an, ça veut dire qu'en fait je vais qu'au Maroc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout un truc à réinventer, à réimaginer sur comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on conscientise ce voyage, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que finalement se faire 48 heures en train, c'est peut-être pas mieux écologiquement et puis ça permet aussi de faire des stops en chemin. En tout cas, je trouve que c'est une question que notre génération doit vraiment plus se poser, quoi. Est-ce que blédard, c'est péjoratif? C'est ça le truc, c'est que on vient de là-bas, donc on peut pas se mettre là ou là. C'est compliqué. J'arrive pas, mes pieds ils suivent pas. Moi, limite, la manière dont on voit parfois les blédards ici, il y a des moments où j'ai envie que tu me vois comme un blédard carrément, plutôt que, genre, si tu me vois comme un blédard, je vais te donner encore plus de raisons de me voir comme un blédard comme tu me vois. Du coup, c'est un peu compliqué, dans le sens où quand c'est négatif, j'ai envie de te les donner les raisons pour que tu me vois de cette manière-là, mais elles sont pas là de base. Maintenant, le mot blédard, il est péjoratif en soi. C'est comme dire Maroc arabe, c'est un terme qui est ouchleh pour les soucis ou trucs. C'est un mot qui est venu, il a été placé pour décrire une certaine catégorie de personnes, une certaine personne, mais il ne devrait pas être là de base. Donc la question de péjoratif ou non, c'est pas vraiment la question, mais on peut y répondre. D'une certaine manière en tout cas. Moi, blédard, je l'ai toujours écouté dans un contexte péjoratif. C'est pour ça que je suis dans le oui. À chaque fois qu'on définit quelqu'un ou quelqu'une de blédarde, c'était péjoratif et un peu mettre en lumière le côté qu'il soit différent, qu'il ait des comportements qui sont associés au bled. Comme par exemple décrire quelqu'un qui est un Français qui n'a pas le meilleur des accents. Moi par exemple j'ai la chance d'avoir cet accent-là, mais en soi tout le monde ne l'a pas au Maroc malgré le fait de bien parler français. Et bien cette personne-là automatiquement blédard. Sauf que c'est pas sa langue de base. C'est ni sa langue ni une imposition, donc déjà qui fait l'effort. Ah, pour moi c'est péjoratif plus. En fait, même au-delà d'être péjoratif, pour moi c'est irrespectueux et c'est réducteur. En fait, mon père est un blédard. Il y en a plein autour de moi qui sont des blédards. Je trouve que c'est irrespectueux de nommer des gens qui sont courageux, qui sont venus travailler, qui font leur vie, qui ont des parcours de vie parfois compliqués et qu'on les réduit à ça. Blédard ou blédarde, hein, c'est aussi la même chose pour des femmes. Si moi j'étais venue du bled et que j'étais venue, j'aurais certainement pas apprécié qu'on m'appelle comme ça. Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un terme de dominant. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on le prend en arabe, justement, quand on dit bildi, c'est pas quelque chose de négatif. Bildi, c'est quelque chose qui vient de... Par exemple, on parle du poulet bildi. Je donne cet exemple-là, mais c'est le poulet bio, c'est plutôt positif, en fait. C'est le bon poulet qui a couru dans le... Ne mettez pas cette imitation. En parlant d'humain, toujours. À la fois, je me mets pas complètement dans le nom, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on se réapproprie aussi ce terme-là. Et qui m'est déjà arrivé, pas de dire moi je suis une blédarde, ou encore peut-être j'ai déjà pu le dire, mais il m'est déjà arrivé de dire mon père c'est un blédard ou quelque chose comme ça, mais dans ma parole c'est pas quelque chose de négatif. Donc le fait qu'on puisse se réapproprier ça, ça fait que je me mets pas complètement dans le nom. Mais de base pour moi c'est un terme de dominant et c'est un terme qui est très minorisant. Pour moi, c'est pas un terme qui me choque, qui me dérange. Parce que blédard, déjà, ça vient de bled. Bled, c'est pays. Pour moi, c'était un terme qui a été créé pour différencier les gens de première et deuxième génération. Donc, moi, je me considère comme un blédard parce que voilà, j'ai grandi au Maroc, j'ai vécu au Maroc et je suis venu et je suis un blédard. Les Français de deuxième génération, c'est pas des blédards, donc... Après, peut-être, c'est des termes aussi qui font que diviser des communautés. Et ça, j'aime pas trop diviser des communautés avec des termes comme ça. Moi, il y a longtemps, je travaillais à la Défense. J'étais analyste financier. Et un jour, il y a un collègue, il a dit un truc qui m'a zaraf. Vraiment, m'a vénère tout fou. Il parlait avec son pote, il dit « Non mais mec, t'es trop un blédard, quoi. Tu sais même pas c'est quoi le sens de ce que tu utilises. » Son pote, il a fait un truc, vraiment un vieux truc et tout. Et en fait, le gars, il a utilisé ça comme une insulte.
Mais en fait, non, un blédard, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Il est venu ici, on le désigne comme ça. Moi, mon daron, et pourtant, il a fait des études et tout, et c'est un mec qui, même par rapport au savoir académique et tout, il peut être un peu exigeant, un peu pédant et tout. Il te le dit clairement, moi, je suis un blédard. Et il n'a pas de problème avec ça. Pour moi, c'est pas insultant. Enfin, ça devrait pas être insultant, et ça a été insultant parce qu'il y a des gens qui l'ont repris à mauvais escient, qui l'ont mal repris. Et en fait, c'est pas le terme qu'il faut combattre. Quand quelqu'un l'utilise dans un contexte négatif, il faut l'attraper par la capuche et lui dire hey, mon coco, c'est pas comme ça, enfin, ça veut pas dire ça. Oui, mais un terme, c'est un terme. Un mot, c'est un mot. C'est-à-dire que c'est pas la façon dont on le ressent. Je vais aller à l'extrême, hein, mais si on prend le mot daronne. Une daronne, c'est une tenancière de cabaret. Pourtant, on l'utilise aujourd'hui pour dire ma mère. Moi, je refuse d'appeler ma mère daronne. Le mot blédard, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que le sens initial, comme tu dis, il n'est pas péjoratif, mais l'usage qu'on en a fait, tu peux pas passer ton temps à rééduquer les gens pour dire non, en fait, blédard, c'est... Désormais, ça a une mauvaise connotation. Parce que la première génération, quand ils sont venus, ils n'ont pas dit blédard pour rigoler, en fait. Quand ils leur disaient que c'était des blédards, c'était pas gentil. En vrai, on est là, on dit à la base c'est pas négatif, mais est-ce que vraiment à la base c'est pas négatif? C'est-à-dire le terme, il est apparu quand dans la langue française et dans la bouche de qui, quoi? Mais toi, tu parles, parce que vous parlez de première génération. Mais nous, moi, je parle juste du mot blédard. Et par rapport à moi, j'avais pas du tout. Pour moi, en tout cas, blédard, c'est pas quelque chose qui différencie première et deuxième génération. Pour moi, dans la langue française, quand c'est utilisé par quelqu'un qui n'est pas concerné par être un blédard ou pas être un blédard, c'est pour ça que je disais pour moi, c'est minorisant. Je l'ai jamais entendu dans un contexte positif. Ou alors quand nous on le réutilise et on se le réapproprie. Ou alors c'est pour désigner quelqu'un qui, comme tu l'as bien dit, qui a un accent fort, ou qui a pas une position sociale très élevée, ou qui est un peu en galère. Moi, factuellement, je peux pas te répondre. Je peux pas te dire ouais, ça a été introduit en 1954. En 1954. Je vais commencer à raconter n'importe quoi. Pour le jour et le mois, attention. Après, ils vont mettre que des bips sur Histoire Crépue, un carré sur ma bouche et tout. Non, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme blédard tout à l'heure en disant que c'était pas péjoratif. Quand tu es à la fac, il y a une catégorie d'élèves qui s'assoient devant en amphi. Très souvent, ils viennent du Niger, ils viennent du Maroc, ils viennent d'Algérie, ils viennent du Mali. C'est des blédards. En plus, moi, pour le coup, je m'entends assez bien. Je kiffe la compagnie des blédards. Je kiffe discuter avec eux. Je kiffe la gamberge et tout. Vraiment, c'est un truc, ça me réconforte trop. Vraiment, j'aime trop. Et à la fac, il y en avait, je restais avec eux, on discute et tout. Et parfois, il est dans le même TD que toi. Et lui, il est trop sérieux. Hein. Toi, tu rigoles en amphi. Lui, il fait chut, il fait comme ça. Moi, quand je l'utilise, c'est pas péjoratif. Mais c'est parce que toi, tu l'utilises, mais tu es concerné par ce terme, entre guillemets, dans le sens où tu sais comment est-ce qu'il est utilisé et ce qu'il peut vouloir dire. En fait, c'est ça le problème. Nous, on peut l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Parce qu'on sait, la plupart à 99% des blédards qu'on connaît, soit ils charbonnent de taf, ou ils envoient des mandats au bled tous les mois, soit ils sont à la fac, et ils sont là, en tout cas, ils sont pas là pour chômer, tu vois. En fait, nous, on le sait, on peut l'utiliser à bon escient. On peut même le rendre, entre guillemets, attirant comme terme. Tu vois ce que je veux dire? C'est à nous de le faire, en fait. C'est à nous de faire la contre-propagande. C'est pas un mec... de blédard. Par exemple. Mais du coup, les étudiants Erasmus, pourquoi on les appelle pas blédards, du coup? Mais c'est Ceux qui viennent d'Europe, tu veux dire? Ceux qui viennent d'Europe. Mais si, par exemple... blédard, comme tu dis, ça veut dire... Mais si le mec... Il vient de leur bled. Parce que bled, à la base, c'est un terme arabe. Oui, mais il y en a pas. Parce que bled, c'est un terme arabe. Oui, mais ça c'est... En fait, le mot bled, il s'est un peu démocratisé. J'ai des amis italiens ou espagnols, quand ils repartent au pays, ils disent je vais au bled cet été ou je pars en vacances au bled. Mais blédard, en fait, c'est un mot français qui vient du mot bled, qui est un mot arabe. Mais du coup, pourquoi les autres étudiants ou les autres nationalités, pas forcément des étudiants, pourquoi on les appelle pas des blédards? Si t'es un Américain ou un Canadien ou un Européen, un blanc, tu fais tes études au Brésil, pendant 6 mois, les gens vont t'appeler gringo. Ouais, mais au Brésil. Au Brésil. Tu vas aux États-Unis. Et en France, comment on appelle les Américains et les ça a peut-être pas la Canadiens, même les Australiens connotation, qui viennent? en fait. On les appelle comment eux? On les appelle pas. On n'a pas de terme. Mais ça, c'est... Ça... Je crois que vous l'avez eu. Il a vu les 4 têtes en même temps sur lui. Non, ça, c'est vrai que c'est une injustice. Je suis d'accord. Mais nous, on est concernés par le terme C'est une blédard. injustice parce que nous, on a été vus comme des envahisseurs. On vient, on prend, on veut prendre. Eux, ils viennent faire leurs études un semestre, ils partent, ou ils viennent pour 3 ans, ils partent. Sauf que moi, les Marocains qu'on connaît maintenant, ils viennent,
ils se rendent compte qu'ils ont moins d'avantages ici, parce qu'au lieu d'être que lui riche, il y a beaucoup de riches, il revient au Maroc pour être le seul riche. Ceux qui ont les moyens, bien sûr, qui viennent ici en ayant les moyens, ils veulent que revenir au Maroc, parce qu'au final, c'est là-bas qu'ils vont tout avoir. Sauf que là, du coup, ils sont quand même vus comme des blédards et des étrangers, alors qu'ils sont là pour 2 ans. Je suis pas d'accord. Les gens qu'on voit comme des blédards, c'est pas les riches marocains. Les riches marocains, on les voit pas. Non, non, non. Point de vue à toi, mais en général. Quelqu'un qui est raciste, il est raciste avec moi qui parle ce français-là, comme il va être raciste avec quelqu'un qui ne parle pas ce français-là. D'où le côté péjoratif, du coup, blédard, c'est à chaque fois, enfin, moi, ça fait allusion à quelqu'un qui a un accent, quelqu'un qui a des comportements qu'on juge parce qu'ils sont différents. Un riche marocain qui va faire ces études-là et revenir, bah, il sera pas, enfin, on va pas utiliser le mot blédard pour... Même quand tu parles des étudiants... Pour parler de lui. Je suis d'accord. Quand tu parles des étudiants et que tu dis c'est des blédards, souvent c'est ceux qui viennent d'un milieu populaire avec un accent un peu plus marqué que les riches, on leur fout un peu la paix, tu vois. Mais il y a un truc, c'est sur un coiffeur, il est nigérian. C'est un Nigérian du Nigeria, pour pas dire... Pour pas dire blédard. Non, c'est un blédard. Et l'autre, c'est un Antillais, il fait que l'appeler blédard tout le temps. Et le coiffeur, le Nigérian, un jour, il lui dit, mais toi, tu m'appelles blédard, mais moi, je suis plus intelligent que toi. Je parle 3 langues. Toi, tu parles quoi comme langue? Même le français, tu le parles pas trop. Et en fait, c'est la vérité. Un blédard, c'est un mec déjà qui parle 2 langues. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça, mais dans la réalité... Mais c'est pas comme ça. C'est nous qui devrions dicter la norme. C'est nous qui connaissons les blédards. C'est pas... excuse-moi, c'est pas... non, mais c'est pas nous qui Florian, avons posé le 5e mot. année d'école de commerce, qui va commencer à dire lui, c'est un blédard, lui, c'est pas un bon blédard. Non, c'est à nous. Mais c'est justement ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est ce qui se passe. D'accord, je peux... Toi, tu as les termes et tu as les arguments pour contredire quelqu'un qui va appeler une autre personne blédard. Le blédard lui-même, s'il se fait appeler blédard, tu vois, tu dis le Nigérian, il a pu répondre parce qu'il sait parler plusieurs langues, etc. Quelqu'un qui, comme il disait tout à l'heure, qui n'a pas le même français, qui a un accent, qui n'a pas le vocabulaire, est-ce que lui, il va être capable de contre-argumenter comme toi, tu es capable de le faire? Donc, à ce moment-là, ça devient peut-être péjoratif pour lui. Là, ta vision, elle devrait être comme ça, tu vois? Ça devrait effectivement être comme ça. Mais factuellement, ceux qui reçoivent ce genre d'appellation, et ben du coup, ils se retrouvent un peu, tu vois, rabaissés, écrasés. Je vis la ghorba. Ouais, j'ai pas le mot. Enfin, non, vas-y, parce que je cherche. Moi aussi, j'ai pas l'explication dans le dictionnaire, mais en gros, Ghorba, c'est quelqu'un qui est parti de chez lui, qui vit dans un pays qui n'est pas à lui, et qui ressent une certaine nostalgie, peut-être ou pas. Un peu le mal du pays. Voilà, ouais. Ah, ok. Ouais. J'ai perdu mon marocain, c'est fou. C'est aussi ce truc-là de partir dans le but d'avoir mieux et d'avoir quand même ce manque-là de ce que toi considérais moins bien que ce que tu as maintenant. Souvent, surtout dans notre génération actuelle, on se rend compte que même venir ici, c'est pas tant une grande chose que ça. Ce rêve-là, comme on dirait l'American Dream ou le rêve de la France ou français, c'est pas vraiment réel. Mais un jour, j'ai entendu un Algérien dire dans le sens où que Dieu maudisse la barque qui m'a ramené jusqu'ici. Donc au final, alors que lui, c'était dans le but de mieux vivre, et il se retrouve quand même à vivre les mêmes galères quotidiennes qu'il vivait là-bas. Et c'est un peu une douama, un truc qui... ouais, c'est un cercle infernal carrément. Ouais. Tu le définis comme quelqu'un qui est venu mais qui est en galère. Ghorba, pour moi, c'est pas un truc de galère, pour moi, c'est un truc de mal du pays. T'es loin de chez toi et des fois, t'as envie de te reconnecter, de partir, de voir de la famille. En vrai, je le ressens des fois, un peu moins parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un peu ma famille, j'ai créé un peu ma bulle et du coup, ça m'arrive beaucoup moins. Du coup, je la vis plus. Je la vivais au début, peut-être les 3 premières semaines où j'ai atterri à Paris de Beni Mellal. Ok, là, j'étais vraiment dans le mal du pays, mais maintenant, au bout de 10 ans, je la vis... Enfin, la Ghorba en France, je la vis plus du tout, je pense. Par contre, quand je vais au Maroc, là, j'ai un petit Ghorba au Maroc. Donc, c'est assez fou. Juste une petite question. Mais du coup, est-ce que le fait que ça se passe mieux pour toi ici, c'est ça qui fait que ça te manque? Parce que là, tu as dit, c'est pas vraiment ce que moi j'ai dit. Mais ce que toi, tu as dit, c'est que une fois que tu es ici, c'est surtout le manque que tu ressens. Mais si ça se passe bien pour toi ici, tu vas pas forcément le ressentir, ce manque-là. Si, ça se passe bien, mais je ressens quand même le manque. Ok,
Ok. C'est pas Là, une question pour toi, d'être c'est- bien ou pas, c'est vraiment de la nostalgie que tu ressens des fois. Moi, ça se passe bien aussi. Je ressens forcément un manque des parents, de la famille, mais c'est pas gênant. Enfin, je le vis bien. J'arrive à trouver des choses qui me font oublier du coup cette ghorba. Et je la ressens, ouais, je pense que je la ressens plus. Je remarque que là, on est 3 au milieu et c'est les 3 qui sont nés en France. Et bah ça, c'est l'histoire de notre vie. En fait, je vais parler pour moi, après vous parlerez pour vous. Mais en fait, ça, c'est l'histoire de ma vie. Et je crois que c'est l'histoire de beaucoup, en fait, parce qu'on a vécu ça comme un deuxième pays, le Maroc, quand on était gamin. On allait 2 mois au bled, à traire des vaches et aller chercher l'eau à la rivière et tout ça. Mais du coup, il y a une espèce de manque de racines dont on a parlé aussi tout à l'heure. Mais du coup, c'est ni oui ni non. C'est très compliqué et je crois que c'est une vraie question existentielle, en fait. Pour ceux qui sont issus de l'expatriation, je dirais pas l'immigration, de l'expatriation, actuellement, la chanson de Benny Adam, non mais elle représente super bien ça en fait, quand il dit on est 12 dans ma tête, musulmans, arabo-berbères, afro-caucasiens et tout ça. Et c'est le cas en réalité, et du coup, on est où? Alors, je vais pas dire génération sacrifiée, mais pas loin. Ouais, bah moi, je te rejoins sur le fait qu'il y a un tiraillement qui reste très fort. Je me mets pas au milieu en mode ni oui ni non, parce qu'en vrai c'est oui, mais je me mets au milieu parce que je le ressens dans les deux sens, à la fois quand je suis ici, à la fois quand je suis là-bas. Donc j'aurais peut-être dû me mettre du côté oui en fait. Quand je suis ici, je peux pas m'empêcher de le ressentir, c'est-à-dire que 1 à 2 fois par an, et c'est pour ça que j'y vais, même si j'ai pas beaucoup de thunes ou pas beaucoup de temps, il y a ce besoin de reconnexion dont on parlait tout à l'heure, etc. Et à la fois quand je suis là-bas, si je reste pendant 1 mois, bah je vais avoir aussi envie de revenir. D'ailleurs moi, idéalement, j'aimerais bien pouvoir passer des périodes un peu plus longues au Maroc, faire peut-être 6 mois ici, 6 mois là-bas, etc. Pour essayer de voir est-ce que ce tiraillement est soulagé par le fait d'exister et de déployer une vie dans les 2 endroits. Mais je pense qu'on hérite d'énormément de choses et que moi je trouve ça très particulier en fait de vivre dans son corps cette idée de ghorba sans avoir jamais... Moi je considère pas que je suis une personne en exil quoi. Donc il y a ça, et après il y a la notion de mal du pays. Moi j'estime que j'en ai aussi beaucoup hérité, mais vraiment par la culture. Bon ça pour le coup c'est parce que j'ai un père qui est très attaché à la musique. Tout ce qui est sensoriel, quoi, la musique, les odeurs, etc. J'ai toujours vu mon père parfois écouter de la musique et être dans un état que je peux même pas définir, ou bien juste prendre le petit mini tagine, là, vous voyez les 3 tagines avec le kamoul, le bzar et le milha, prendre comme ça et soulever et faire... Tu vois? On a tous fait ça. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et voilà. Mais je pense qu'on hérite quand même de beaucoup de choses au niveau du mal du pays, alors qu'on n'a pas nous-mêmes été la personne qui effectuait l'expatriation. Ouais. Et c'est vraiment particulier. Mais en tant que descendante de couple mixte, c'est encore un peu différent pour moi, je trouve, des fois. Déjà, j'ai qu'un seul de mes 2 parents qui est originaire du Maroc. Donc, ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait un peu comme s'il y avait un peu moins de racines encore que d'autres. Alors qu'en vrai, on peut s'enraciner sans avoir ces 2 parents. Ça dépend du rapport qu'on entretient avec le pays. Mais moi, je trouve qu'il y a un cas vraiment très particulier chez les descendants de couples mixtes, de comment est-ce qu'on se sent au niveau de notre identité, et de notre rapport au pays et de notre rapport à la ghorba. Franchement, sincèrement, je pense que je ne suis pas la personne la plus qualifiée ici pour en parler. Je pense que je ne vais rien dire de... Non, mais sérieusement, sur ce sujet, et pourtant je ne suis pas le moins bavard, je ne vais rien dire de plus intéressant que ce qui a été dit. Parce qu'en fait, je ne la vis pas vraiment. Moi, mon attache, elle est un peu ici, un peu là-bas. Ce qui peut me manquer, ça peut être mes potes dans le 92, maintenant que j'habite à Montreuil. Ça peut être ma famille qui me manque, mais comme mon frère me manquait quand il est parti jouer au foot aux États-Unis, en fait. Donc, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour parler de ça ici. Nous, on était français en Maroc et étrangers en France, même si on est né ici et qu'on a grandi ici. Et d'ailleurs, il y a un statut pour nous, les Marocains résidant à l'étranger. Quand j'étais plus jeune, on allait au Maroc, on nous appelait les Français, et ici, on nous appelait les blédards, les Arabes. C'est ce qui fait notre identité, et finalement, plutôt que d'être une faiblesse, en réalité, c'est une force. Et en fait, plutôt que diviser les choses, ça les multiplie en réalité, parce qu'on a encore plus d'opportunités. Ça veut dire qu'on pourrait autant vivre au Maroc qu'en France, ou les deux. Ce qui a été vécu pendant longtemps comme un poids, aujourd'hui, avec l'observation, l'évolution des gens, de ceux qui investissent au Maroc, qui travaillent là-bas et ici, je me dis qu'en fait, c'est plus une richesse en réalité qu'un complexe.
Ouais, en fait, cette approche-là de la Rorba, entre guillemets, pour la transformer en positif, moi, des fois, j'ai l'impression de pouvoir vraiment être un caméléon un peu. De comprendre les deux manières d'être, enfin, les multiples manières d'être, parce qu'il y a plein de manières d'être dans les deux pays. Voilà, une compréhension de l'humain qui est plus large, quoi. Prochaine question. Les relations amoureuses sont difficiles au Maroc. Du coup, on est tous au milieu. Elles sont difficiles. En fait, de moi, mon point de vue, qui ai vécu du coup 18 ans là-bas, en soi, c'est pas énorme. On les connaît qu'à un certain âge au final. Mais là-bas, en fait, c'est plus difficile dans le sens où c'est plus un parcours classique. C'est plus l'histoire de se marier, fonder une famille et avancer. C'est pas vraiment se découvrir l'amour en lui-même. Tout ce qui est relation, en fait, tout ce qui va avec ces relations entre humains. Je ne l'ai découvert qu'ici au final. Que ce soit l'échange, que ce soit intime ou non d'ailleurs. C'est plus compliqué là-bas dans le sens où c'est moins accessible. Ça existe, tout le monde en est conscient. Il y a des couples qui se forment, plusieurs personnes. Dès le collège, tu peux enchaîner, avoir différentes expériences, de quoi avoir vécu une vie amoureuse chargée, mais pas vraiment cette expérience-là de l'amour et de tout ce qui va avec et des relations entre humains, cet échange-là, même dans l'intimité au final. Parfois, ça peut être fait en cachette dans des conditions. Donc, c'est plus compliqué, c'est plus difficile au Maroc, dans le sens où on suit un cadre précis qui est mariage, enfant. Et voilà. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais l'homosexualité restant punissable par la loi au Maroc, je pense que c'est quand même plus compliqué en soi. Voilà. Et je m'arrêterai là. Même relation hors homosexualité, hors mariage, c'est déjà puni par la loi. Donc on voit déjà que c'est un problème. Il faut vraiment se marier. Parfois, il y a des obligations. Donc, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes homosexuelles au Maroc, attention. Hein. Moi, je sais pas. Parce que, alors quand j'étais plus jeune, ouais, effectivement, c'était hyper compliqué. Pendant les vacances, si on te voyait parler avec un mec dans la rue ou tenir la main, ça pouvait être problématique. Depuis, je sais pas, j'ai pas expérimenté. Je pense que c'est oui, mais comme je l'ai pas vécu, je peux pas étayer mes propos en disant oui ou non. Moi, je me suis mis un petit peu du côté du non, parce que personnellement, j'ai vécu des relations amoureuses au Maroc et j'ai pas trouvé de difficultés. Peut-être parce que j'ai vécu dans des grandes villes, Casablanca, Rabat. C'est vrai qu'Oujda, c'était un peu plus difficile. Mais en gros, non, j'ai pas trouvé ça plus compliqué qu'en France. C'est vrai que, comme tu as dit tout à l'heure, Tachfine, par rapport à l'intimité, ouais, c'est un peu compliqué. Si tu n'habites pas tout seul, machin, bref, c'est un peu galère parce que voilà, il y a toujours des lois où si vous êtes un couple non marié, vous voulez prendre une chambre d'hôtel, il faut donner un acte de mariage, il faut donner ta carte d'identité, bref, c'est très intrusif. Après, je trouve toujours qu'il y a un truc mignon dans les relations amoureuses marocaines où il faut un petit peu se cacher, ne pas montrer aux familles. Ça, j'aime bien ce côté-là. Ça me fait sourire, c'est mignon de se cacher, j'adore. Ouais, parce que tu peux te faire contrôler si t'es en voiture avec ton copain ou ta copine par la police et c'est beaucoup moins mignon si vous finissez au comico. Ça m'est jamais arrivé en vrai. Mais moi, ça m'est arrivé. J'étais vrai. avec ma sœur sur mon scooter et on s'est fait contrôler. Ouais, elle c'est qui? Ben, c'est ma sœur. Prouve-le. Heureusement, les pièces d'identité, on avait les deux. Il y a les noms des parents, tout ça, donc ça va. Mais il y a un coup où elle n'aurait pas eu sa pièce, j'aurais pas eu la mienne, ils nous auraient emmenés pour un contrôle, on serait allé au comico pour rien. C'est ma sœur. Mais bon. Ça met la pression quand même. Ouais, bah ouais. Les relations amoureuses sont différentes, elles sont vécues différemment au Maroc. Je suis venue à 17 ans, du coup j'ai pas trop eu de relations amoureuses avant au Maroc, mais toutes mes potes, je vais plutôt parler des meufs parce que je pense que c'est plus compliqué pour les meufs que les mecs. Et toutes mes potes qui sont restées au Maroc et qui ont eu des relations amoureuses et qui se passaient bien, mais du coup toujours en cachette, ne pas en parler en famille. Forcément à un moment, tu te retrouves dans l'obligation de te marier pour pouvoir vivre avec ton copain, du coup ton mari. Donc c'est une forme différente par rapport aux relations amoureuses qu'on peut avoir ici. Et elles sont difficiles, c'est pour ça que j'ai un peu bifurqué vers le oui, après vous avoir entendu parler, parce que question de religion, que c'est pas facile de tberguer, c'est difficile de déployer son amour dans la rue, de se tenir la main si on n'est pas marié. Question de l'homosexualité aussi. Faut vivre caché. Pour moi, les relations amoureuses sont difficiles à vivre. Au Maroc, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est pas évident. Moi, j'en ai pas vécu, donc je vais pas parler de ce que je connais pas. Parler à la place des principaux intéressés, je vais te donner une anecdote. Hein?
Non, mais... non, mon cousin, je vais pas le griller ici. Je veux pas... Non, il y a une fois, j'ai vu un daron qui parlait avec ses fils, 2 jumeaux. Il a envie que ses fils ils dégagent de la maison. Et vraiment, il a envie qu'ils partent. C'est rare au Maroc qu'un daron il dise à ses enfants, vous prenez un appart et vous allez vivre tout seul. Il dit un jour à ses fils, un jour, vous allez prendre votre appart, vous allez rencontrer une fille, vous allez être amoureux, faire des projets ensemble. Et ces 2 jumeaux, ils se sont foutus de sa gueule quand il a dit le mot amoureux. Et le daron, il était super sérieux. Genre vraiment, il parlait en plus pour qu'un daron au Maroc, et surtout lui, il le dise. C'est quand même, ça lui coûte de le dire. Ils se sont foutus de sa gueule. En plus, il était vraiment bienveillant. Et en fait, là, je me suis dit, de ce que j'ai pu voir de l'extérieur, il y a des chaînes invisibles. C'est un manque d'éducation surtout. Ouais. C'est un très très gros manque d'éducation. Parce qu'il lui a juste dit, vous allez être amoureux. Il lui a même pas dit un truc, il a dit, vous allez être amoureux, vous allez faire des projets. Et ils ont commencé à gaulerie. Mais tu sais, genre comme si c'était drôle. Mais c'est pas drôle du tout. C'est ça l'anecdote qui m'a fait me dire, ah ouais, c'est chaud. En fait, c'est aussi les relations amoureuses, je sais pas si je peux dire actuelles, mais de notre génération, parce que il y avait de l'amour aussi quand nos grands-parents se sont mis ensemble, mais c'était différent. Les codes étaient différents, mais c'était de l'amour quand même. C'était de l'amour quand même. Voilà. Alors que du coup, les relations amoureuses, comme elles ont un peu changé, et ben l'amour actuel de notre génération, je trouve qu'il est plus difficile à vivre au Maroc. Mais parce qu'en fait, l'amour est lié à la fornication aussi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué si c'était juste en cachette tout à l'heure. Pas pour tout le monde. Enfin, il y a des couples asexuels, qui ne... Oui, mais dans l'idée collective, c'est parce que c'est lié. Tu vois, tout à l'heure, il disait c'est mignon, on se cachait et tout, parce que c'est des petites histoires d'amour. Mais au Maroc, si on te voit avec un mec en train de te balader, on va tout de suite imaginer, ou dans une voiture, ou dans un coin de rue, ou dans un appartement, dire qu'est-ce que vous faisiez ? On se disait des mots doux. Non, en fait, l'idée première quand t'es contrôlé, c'est de dire, en fait, vous avez... C'est qu'il y a forcément un rapport. En fait, s'il te voit tenir la main d'une personne et vous n'êtes pas mariés, directement, il s'imagine des idées. Ouais. Pas dans la rue, tu marches dans la rue, tu tiens la main à ta copine, personne va venir te faire chier. Crois-moi que ton entourage, il pense le pire des pires au final derrière. Ton entourage, ils vont se dire, c'est des ragots, ils vont se dire, ils sont en couple. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un truc méchant. Ouais, parce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents dans leurs relations amoureuses avant et les relations qu'on a aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le Maroc, il est en train de s'occidentaliser. La culture, elle est en train de s'occidentaliser. Les couples, ils veulent vivre les mêmes relations amoureuses qu'en Europe, mais les lois, ils suivent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas aller dans un hôtel si t'es pas marié. Tu peux pas prendre un Airbnb. Tu peux prendre un Airbnb en mode sauvage, mais si le chaouch ou le qaïd, le gars le Moulhanout, il te voit, il va appeler les flics, c'est un délit. Tu vois, donc il y a un petit décalage entre la culture et les lois. Mais moi, je trouve toujours que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite part de mignonnerie dans ces relations-là. En tout cas, ce que j'ai vécu moi à mon époque quand j'étais au Maroc. Moi, je veux bien rebondir un petit peu sur tout ça. Moi, je vais essayer de nommer des choses qui sont un peu intimes. Pour moi, l'amour, c'est très bizarre, mais il a très longtemps été associé à la notion de hchouma, vraiment en tant que sentiment. Et ce qui est très bizarre, c'est que ma mère blanche, raconte souvent que la première fois, elle accompagnait mon père au Maroc, donc dans les années 70. Mes parents n'étaient pas mariés. On lui a jamais posé aucune question sur, c'est quoi votre rapport, etc. Ils leur ont préparé leur chambre, ils sont venus dormir. Et il n'y avait pas de est-ce que vous êtes mariés, est-ce que vous n'êtes pas mariés, je connais Hadi, etc. Donc le Maroc des années 70, qui en tout cas est réputé, mais on raconte en tout cas de moi ce que j'ai entendu, que c'était à ce moment-là un pays très très open, quoi. Et ce qui est très curieux, c'est que moi, à l'inverse, en ayant grandi ici, avec en plus une éducation un peu bricolée, un peu mixte, et n'ayant pas eu l'islam en héritage, l'ayant eu culturellement, mais voilà, j'ai quand même eu ce truc de c'est l'école en premier, l'amour c'est pas avant les 18 ans, et je me suis mis un espèce de shadow ban pendant des années à moi toute seule en mode mais c'est quoi l'amour ? Est-ce que je peux présenter quelqu'un ? Avec vraiment la goutte au front comme ça. Et maintenant que je suis adulte, ça va un petit peu mieux parce que j'ose aussi un peu plus et parce que je laisse moins le choix aussi à mes parents, à ma famille, parce que à un moment on s'assume. Avec le recul, je capte que ces deux notions, celle du sentiment amoureux et de l'hchouma, ont un peu été comme ça pendant longtemps. Voilà. À déconstruire. Quelque chose à dire sur l'hchouma ? Tellement de choses. Oui, l'hchouma, l'éducation et la culpabilité. Donc. C'est-à-dire que quand les premières vagues d'immigration sont arrivées en France, ils n'ont pas déposé l'hchouma chez eux, en fait. Et ils ont emmené ça avec
eux en France dans les bagages en disant Choma, hein, la fille d'un tel, elle parle avec un tel, ou le fils d'un tel. Hein, c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chape de plomb qui était quand même plus présente sur les filles que sur les mecs. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, c'était plus facile pour les garçons au Maroc que pour les femmes. C'est clair. Hein. Ça se trouve, ta copine dans la voiture, elle était en panique totale. J'ai rien senti. Ok, tant mieux. Je vais pas avoir la même vision qu'une femme qui vit au Maroc. Tu vas poser la question à une femme qui vit au Maroc, comment tu vis tes relations amoureuses, ça va sûrement pas être la même réponse. Parce qu'il y a une grande différence aussi entre comment les hommes le vivent et les femmes. Ouais, mais du coup, pour avoir une relation amoureuse, il faut être deux. Ouais. Comment vous y arrivez et pas elle? Il faut avoir les moyens quelque part. Parce que c'est vrai que si tu es de classe moyenne ou tu es de classe, peut-être, tu n'as pas trop les moyens, c'est sûr que c'est mort. C'est galère. Mais je te dis, peut-être si tu as ton appart, tu as une voiture, machin, tu as de quoi t'offrir un week-end et tout, là, il n'y a pas de problème. Ah. Tu vois. La question de l'éducation sexuelle qui manque cruellement au Maroc et qui peut du coup aboutir à des choses qui vont pas bien se passer pendant les relations amoureuses parce qu'au finalement on est tous humains et on a des besoins. Et comme on n'est pas éduqué au Maroc là-dessus, on n'a pas peut-être accès facilement aux contraceptions, aux préservatifs, etc. Et du coup, ça peut ne pas bien se passer et dériver sur des maladies ou des grossesses non désirées. Et enfin, on sait tous ce que ça peut engendrer auprès des familles. Donc ça rend aussi la chose, les relations amoureuses plus difficiles, c'est l'accès à l'éducation sexuelle. Je pense que c'est pas les mêmes relations si tu vis à Ain Diab et que tu es au lycée Lyautey à Casablanca que si tu vis à Sbata et que tu es au lycée Mokhtar Soussi ou Al-Khawarizmi, tu vois. Ça va pas être pareil, il y a des moyens qui sont différents. Il y a quelqu'un qui était au lycée Lyautey, un jour on discutait, il m'a dit mais moi j'habite au Maroc, mais je vis pas au Maroc. En fait, je vais au lycée français, je rentre chez moi, il y a les chaînes françaises, on parle français entre potes. En fait, ils vivent en France. En fait, ça dépend dans quel Maroc tu vis, tu vois. Ouais, mais moi par exemple qui ai fait les deux éducation par exemple, au moment où je suis passé en lycée français où avec mes potes on parle plus français qu'autre chose, à la maison bien sûr c'est différent, mais en tout cas là où il y avait une certaine, c'est la culture française en quelque sorte, donc il y a une certaine éducation amoureuse ou sexuelle qui est différente, même dans ce cas-là ça a été compliqué pour moi, là où ça a été plus facile pour des potes à moi qui sont restés en école marocaine. De ce que tu vis toujours, c'est ce que tu vis sur le moment, mais au Maroc, il y a ce manque-là d'éducation et sexuelle et amoureuse et ce truc-là de la chouma, le truc de te faire culpabiliser sur tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses. C'est un problème ça change maintenant, mais petit à petit, et c'est vraiment très petit. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir un passeport rouge, être allé au lycée français ou être Fassi? Je suis le seul à vouloir être Fassi. Les avantages. Moi, j'ai aucun des trois. Mais justement, qu'est-ce qui est mieux? Évidemment, c'est avoir un passeport rouge. Les mineurs non accompagnés en France, ils galèrent, ils sont venus ici sans rien. Ceux qui ont un passeport d'une autre couleur, ils peuvent aller nulle part. Et quand tu as le passeport rouge, tu peux aller partout. Donc là, avec le passeport français, tu peux aller partout, faire des études, voyager. Il y a une jeunesse dans le monde qui est privée de ça. Et effectivement, on peut être allé au lycée français, avoir étudié, avoir un super diplôme, mais si tu n'as pas le passeport rouge, ça ne te servira à rien parce que enfin, pas à rien. Il peut aller étudier à l'étranger, mais avec un visa étudiant, etc. Et ça, c'est partout dans le monde. Donc, en tant que Française et Marocaine, effectivement, avec Maroc, tu voyages avec le passeport marocain pour y aller. Et puis, pour aller dans le reste du monde, passeport rouge. Ça ouvre des portes et ça ouvre des possibilités infinies qu'une grande partie de la jeunesse dans le monde n'a pas. En fait, elle a tout dit et en gros, moi par exemple, passeport vert, je suis arrivé en France, j'ai dû faire plusieurs démarches qui peuvent être refusées d'ailleurs dans certains cas, c'est le cas pour certains de mes proches. Et en arrivant ici, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, moi, dans 6 mois, je vais faire un petit 6 mois en Australie, un petit 1 an là-bas. » Moi j'aimerais bien, mais je n'ai pas cette possibilité-là. Certains pays peut-être, mais il y a beaucoup plus d'ouverture avec ce passeport-là qu'autre chose. Du coup, c'est mieux que de l'avoir, je pense. Oui, moi très rapidement, je suis assez d'accord. C'est un des passeports, je pense, les plus puissants. Je ne sais plus quel magazine avait fait ce classement des passeports les plus puissants et le français est arrivé dans les 10 premiers, quelque chose comme ça. Après, moi, je suis quand même allée gratter pour avoir ma nationalité marocaine et avoir ma carte nationale marocaine, même si, effectivement, ça n'ouvre pas les mêmes portes. Mais je trouve ça important de valoriser aussi ça. Après, j'ai aussi un peu choisi par défaut parce que je n'ai pas assez de connaissances dans le système d'être allée au lycée français, ni dans le fait d'être Fassi, puisque je
je ne suis pas Fessia. Moi, je suis arrivée à un stade dans ma vie où le passeport rouge réglerait beaucoup de mes soucis parce que j'ai passé 6 mois sans papier dernièrement et ça n'a pas été la période la plus joyeuse et c'était très très stressant. Et j'ai pas envie de le revivre et du coup, comme j'ai envie de continuer de vivre en France, du coup, ouais, je veux un passeport rouge. J'aimerais bien l'avoir là. Mais ça prend du temps. Alors, pour moi, le plus gros avantage, c'est d'aller au lycée français. Mais je vais répondre, c'est vraiment purement technique. En fait, je connais... C'est comme un cousin, mais c'est pas un cousin. C'est le fils du pote de mon daron. Ah non, Ali, il était pas au lycée français. En fait, qui m'a expliqué un truc. Lui, c'était un très bon élève. Il était au lycée Lyoté à Casablanca. Il m'a dit, écoute, quand tu es en prépa et que tu intègres une grande école, il y a une dérogation qui te permet d'obtenir la nationalité française très rapidement. Tu as fait le lycée français. Quand tu es dans un cursus de grande école, tu peux l'obtenir très très facilement. Donc déjà, tu es au lycée français. Le lycée français du Maroc, c'est pas le lycée français de la France. Hein. C'est un peu mieux. Tu vas te faire un capital social de malade. Mais vraiment, tu vas rencontrer des gens qui... En plus, ça marche. Le Maroc, l'économie marocaine, elle marche beaucoup par népotisme. C'est un capitalisme de connivence. Ils se retrouvent en France. Ils font des fêtes ensemble. Ils développent des trucs ensemble. Et en plus, il y a des dispositifs légaux qui leur facilitent les démarches. Donc ça veut dire qu'en plus du capital social, ils arrivent à gratter un passeport rouge pour beaucoup. Et après, il y en a beaucoup qui sont faciles en plus. Mais en fait, je pense qu'être allé au lycée français, ça te casse énormément de murs, d'obstacles, dont on n'a même pas... Il y a des connaissances informelles que tu acquiers dans les lycées français qui te permettent d'avoir le passeport rouge à terme et qui sont même plus, comment dirais-je, plus efficaces que la simple obtention d'un passeport rouge. Parce qu'avoir un passeport rouge, c'est bien. Il y en a beaucoup des Marocains en France. Il y en a qui s'en sortent, il y en a aussi qui s'en sortent moins, et pourtant ils ont un passeport rouge. Ouais, mais ça, justement, ça revient parce que, par exemple, en lycée français, ça dépend de tes moyens. Moi, par exemple, je vais parler de mon cas, je connais que moi-même. J'en ai connu des gens qui ont des richesses, quand je te dis, qui tiennent jusqu'à une ville entière. Maintenant, ces gens-là, moi, je les connais, je les fréquente, mais à un certain moment, il y a forcément un cap qui se fait et je peux plus traîner avec. Parce que là où lui, il va aller à la soirée de 10 000 euros, par exemple, moi, je peux aller qu'à celle de 100 et encore, si vraiment je mets des moyens de ma poche. Donc là, le gouffre, il se crée. Donc si tu n'as pas les moyens, tu peux pas tenir le rythme. Alors que si tu les as, si. Ouais. Et là, oui, ça ouvre des portes. Mais ce gars-là, tu le connais? Comment ça? Non, ce gars-là qui est capable de raquer 10 000 euros en une soirée, tu le connais? Bah ouais, j'en connais plein, c'est ça le problème. Mais il y en a beaucoup. Mais en fait, c'est le fait de le connaître. C'est une richesse de ouf. Ouais, parce que si on veut. Ça veut dire que si toi, tu le connais, lui... Il va t'arranger. Non, mais moi, j'ai pas compris. Ouais, il va essayer en quoi. Oui, j'ai compris. Non, mais si à un moment donné, il va évoluer et lui, il fera plus partie du cercle. Justement, moi, c'est ce que je te dis. C'est ce qu'il dit. Après, il y a un écart qui se creuse entre eux. L'autre, il continue sa vie avec des soirées à 10 000 balles et lui est Si moi, j'ai les moyens de les trouver les 10 000 et d'aller à la même soirée, on va se voir. Enfin, il va pas aller en soirée le lundi soir, du lundi au jeudi soir. Non, mais on s'est perdu. Pardon, ouais. Avoir un passeport rouge, pour moi, un passeport rouge, c'est un document. En vrai, tu peux voyager où tu veux avec un passeport vert. Vous savez, il faut que tu demandes un visa, mais un visa, tu peux l'avoir. J'ai beaucoup plus voyagé avec mon passeport marocain qu'avec mon passeport français, en vrai. Et être facile, parce que voilà, ça t'offre beaucoup de privilèges. Être facile, en vrai, c'est pas vraiment devenir de la ville de Fès, parce que la ville de Fès, c'est un peu comme toutes les villes. Mais être facile, c'est plutôt faire partie des familles qui sont les plus riches du Maroc. Et même au niveau international, des fois. Ça t'offre beaucoup d'opportunités quand tu t'appelles Benani ou Brada ou d'autres noms de famille. Ça veut dire que tu peux envoyer ton CV à une banque, tu t'appelles comme machin, tu vas passer en tête de liste, quoi, tu vois. Ce qui est un peu malheureux, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un passeport rouge. C'est pour ça que moi je trouve être allé au lycée français et être fasciste, il y a un peu d'élitisme dedans, alors qu'avoir un passeport rouge, c'est être un citoyen. Oui, mais on dit qu'est-ce qui est mieux. Et aussi pour le passeport rouge, je disais que c'est un document de voyage, mais ça ouvre quand même des droits autres que le voyage. Par exemple, le droit de voter tout simplement en France, comme je vis en France. Mais ce qui est énorme quand même. Ouais, mais t'as bien vu, là, aux législatives, Ouais, mais ça n'a pas trop été respecté. Ouais, ne remuez pas le couteau c'est pas la question, mais c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté dans d'autres pays. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au lycée français. Il faut d'abord avoir un certain niveau de vie pour pouvoir y accéder. Ouais. Sauf que celui qui n'a pas les moyens, il fait comment? C'est pour ça que c'est un avantage.
Ouais, c'est parce que tout le monde ne va pas au lycée Ouais, mais français. tu peux être en lycée français mais ne pas avoir les moyens quand même. Parce que moi j'en connais en lycée français qui ont que l'argent pour se payer le mois au lycée. Mais les parents, c'est les parents qui font ce sacrifice. Oui, justement. Ils font ce sacrifice parce qu'ils savent que là-bas... Ils savent que ça va être plus simple d'aller en France, mais ils ne savent pas que là-bas tu vas te faire des contacts de fou. Et tous ceux qui sortent de lycée français, ils vont pas forcément réussir. Être en école de commerce, oui, quota. tu rencontres des gens, mais... T'es en lycée français, t'as des meilleurs professeurs que si t'es en lycée en France. Oui, je sais. Les professeurs, et je connais un peu le sujet, qui sont dans les lycées français, ils sont bien meilleurs académiquement. Oui, ils envoient les meilleurs. Ils envoient les avec meilleurs. les plus gros salaires possibles. C'est-à-dire que t'as les meilleurs, dans les meilleures conditions possibles, le mieux payé possible, avec les fils et les filles des gens, des personnalités les plus éminentes du pays. Tout ça dans un même microcosme, c'est plus fort qu'un passeport. Oui, mais ils ont aussi des ouvertures parce qu'ils font partie des familles les plus puissantes, pas parce qu'ils sortent d'un lycée. On parle de privilèges depuis le début. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Il n'y a pas une bonne Oui, c'est pas grave. C'est le but de l'émission, c'est que des choses. C'est bien, ping-pong. Je veux vieillir au Maroc, en France. Bon, déjà, personne ne veut vieillir en France. Ça, on l'a compris. Moi, personnellement, j'ai vécu 18 ans au Maroc. Là, tous les ans, mes potes qui me disent « Tu fais quoi pour le Nouvel An ?» Déjà, je vais pas aller au Maroc. J'en ai fait 18 là-bas. Donc, l'histoire de vieillir, c'est pour plus tard. On ne voit pas vraiment le futur, on ne sait même pas s'il est là en soi. Mais quand même, si je pouvais choisir un pays, ça serait ni le Maroc ni la France. Ça serait le Brésil, du coup. Gringo. C'est ça, je serais le gringo du quartier. Mais non, parce que tu leur ressembles, ils vont même pas te Ouais, calculer. en vrai, moi, un Algérien m'a déjà dit « Ouais, est-ce que t'es brésilien ?» Ben non, déjà, là. Mais ouais, vivre au Maroc, c'est un peu un rêve de vieillir au Maroc, en tout cas. C'est l'idée d'aller faire ses moyens autre part, puis revenir avec assez de moyens pour kiffer. Aimer vivre là-bas, en tout cas, parce qu'on se dit que pour le Maroc, il faut beaucoup d'argent. On se l'est dit avec Reda au début. Après, en France, il faut encore plus d'argent et... c'est un peu compliqué vu que c'est pas forcément nos racines à nous qui nous tiennent le plus. Du coup, je pense plus le Maroc que la France, mais moi, entre les deux, aucun des deux. Moi, j'ai la bougeotte dans la vie, du coup, je sais pas. Soit au Maroc, soit en France, soit ailleurs. Je n'en ai aucune idée. Déjà, je sais pas ce que j'ai envie de faire la prochaine année de ma vie, donc vieillir... Moi, pareil, je reste au milieu. Je sais pas trop, mais si je vieillis au Maroc, j'ai pas envie d'être une de ces retraitées qui vient s'installer pour profiter des richesses du pays. Donc, ce qui pose la question, c'est quand on est né ici en France, comment est-ce que on va s'installer là-bas ou on vieillit là-bas en ayant un peu une forme d'éthique? Parce que sinon, ça va devenir nous, les connards de retraités qui venons comme ça avec plein de fric et tout. Et je pense qu'on n'a pas envie d'être ces personnes-là. Mais par ailleurs, je ne sais pas à quel degré de vieillesse on parle, mais je trouve que le fait de vieillir en France, vraiment vieillir, ça ne fait pas du tout envie. La manière dont on prend soin des personnes âgées ici par rapport au Maroc. Et c'est vrai qu'au Maroc, il y a quand même une culture de... la famille continue de s'occuper des personnes qui vieillissent beaucoup plus longtemps, trouver des solutions, etc. Et puis, je pense que dans 30 ans, on verra aussi quelle température il fait au Maroc et est-ce qu'on se pose la question de la même manière, quoi. Voilà, j'ai déprimé tout le monde, désolée. Moi, je pense que je vais pas attendre ma vieillesse pour partir au Maroc. Je vais partir un peu avant. Mais je pense, comme vous, il y a quelques années, je me suis dit non, jamais je retourne au Maroc et tout. Mais là, j'ai 37 ans, je commence à me dire non, c'est chaud. Le Maroc, quand même, c'est un super beau pays. J'aimerais vieillir sur le bord de la plage, manger des poissons tous les jours, ne pas vivre dans un appartement de 40 mètres carrés. En France, ça me saoule. Après, moi, j'ai pas envie de vieillir du tout. Mais partir m'installer au Maroc, ouais, ça, je compte le faire. Moi, je trouve, enfin, je sais. C'est pas je trouve parce que j'ai travaillé dans le métier et je sais que il fait pas bon de vieillir en France. Hein, il fait pas forcément bon de vieillir au Maroc, hein, mais en France, l'espérance de vie dans un EHPAD est de 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'autonomie fulgurante pour ceux qui y arrivent. Si tu n'as pas d'enfant ou de famille avec qui tu peux vivre... Je ne suis pas du tout joyeuse et gaie, hein, ce que je dis, mais malheureusement, c'est la réalité. Et ce n'est pas un truc spécifique au Nord, c'est un truc national. Plus en plus de médecins qui partent à la retraite, de moins en moins de médecins remplaçants, des pathologies qui ne sont pas bien accompagnées, etc., etc. Donc, j'imagine pas vieillir si Allah me prête vie, mais dans ces conditions-là, c'est pas ce dont je rêve. Alors, on va me dire, oui, mais au moins, tu peux avoir des soins, nanana.
Peut-être que d'ici là, il n'y en aura plus. Et puis, alors, il y a plein de choses, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des choses, mais ce n'est pas à la hauteur parce que les seniors d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont construit la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Et pour certains, avoir travaillé toute leur vie pour toucher des cacahuètes et avoir des retraites de misère et à aller demander encore à leur âge des aides sociales, etc., etc. Je pense que quand on a travaillé toute sa vie, on a envie quand même de récolter le fruit de son travail. La deuxième chose, c'est que j'ai pas envie de trimer jusqu'à la retraite et puis avoir une petite retraite et puis après dire « Ah, je suis malade, bah tiens, je peux pas, je suis obligée de rester là, etc. » Donc déjà, j'aimerais bien partir avant, Inch'Allah. Et après, vous allez rire, hein, mais j'aimerais bien avoir une ferme avec des chèvres. Avec des chèvres, des chats et des poules. Donc, non, vraiment, c'est une idée. Et j'ai l'impression aussi qu'avec cette annihilation dont on parlait tout à l'heure, identitaire, etc., j'ai l'impression d'avoir envie de boucler la boucle. C'est-à-dire que le chemin a été fait dans un sens. Moi, à titre personnel, hein, j'aimerais bien repartir dans l'autre sens et en tout cas, en tant que musulmane aussi, finir ma vie dans un pays musulman, qui est en plus mon pays. Moi, je vais reprendre le flambeau de l'islam, du coup, parce que... non mais pareil, non parce qu'en tant que mais en tant que musulman ici c'est là ça commence à être chaud. ça commence à plus être très très drôle. Non, plus sérieusement, déjà à moyen terme, moi je me vois bien vivre au Maroc quelques mois, vivre en France quelques mois. Après pour ce qui est de la vieillesse, pourquoi je voudrais y vivre? Bah déjà, j'ai de la famille, j'ai beaucoup de famille là-bas. Il y a des conditions climatiques qui, pour l'instant, sont plutôt avantageuses. Égoïstement, je serai plus âgé, donc j'aurai besoin de manger des bons fruits et des bons légumes. Moi j'ai découvert le vrai goût de la tomate au Maroc. Parce qu'ici, là, tu vas acheter des vraies tomates, c'est 7 balles le kilo. Même la nourriture, le coût de la nourriture est plus accessible. Et pareil, en fait, travailler 35, 36, 42 piges pour avoir une retraite à 987 €, parce que t'as oublié de prendre une complémentaire, des trucs, je suis assez sceptique quant au fait qu'on aura des retraites décentes. Enfin, le climat économique, il est tellement morose, il est tellement embourbé que, égoïstement, et même au-delà de ça, culturellement et en termes de bien-être, je vous dis, pour moi, c'est un remède, c'est une thérapie, et puis vivre mes vieux jours là-bas et y revenir, parce que quand on est là-bas, on va pas mentir, la France, ça nous manque. Moi, ça me manque. J'aime trop Paris, j'aime trop me balader, mais le gros de la vieillesse, j'aimerais bien le passer là-bas, sous le soleil de Tanger. Inch'Allah. Merci à vous, bravo. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission de On Discute sur la diaspora marocaine avec nos 6 participantes, Leila, Meriem, Hafsa, Tashfin, Nassim et Reda. Et on avait aussi la participation de Zeynep qui nous a aidé à écrire les questions et à préparer cette émission. Et on est trop contents d'avoir fait ça, donc merci de nous avoir suivis. J'avais envie de dire aussi, si vous avez des idées de prochaines diasporas qu'on pourrait interviewer, que vous avez envie de parler de plein d'autres pays, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on se retrouve sur la chaîne Histoire qui fait plus. Ciao, ciao, ciao!